Amis sportifs, bonsoir, bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. Nous émettons depuis Douala au Cameroun, le Cameroun qui, comme vous le savez depuis hier, la capitale africaine du handball. La 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior-dames a effectivement été lancée hier à Yaoundé, la capitale. 11 pays africains participent finalement à ce tournoi après le désistement de l'Algérie. Le match d'ouverture qui a opposé le Cameroun au Kenya au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé s'est soldé par la lâche victoire du Cameroun, 40 buts contre 16 seulement pour le Kenya. Jusqu'où peut justement aller l'équipe nationale de handball senior dames dans cette compétition? La question se pose aussi au moment où du côté des volleyeurs, l'on prépare activement les finales de la Coupe du Cameroun senior dames et messieurs, prévues ce week-end toujours à Yaoundé. Dans la pause actu, retour sur les qualifications de FAP volleyball en dames et messieurs, Bafia évolution en dames et Cameroun Sport volleyball en messieurs. Dans la seconde partie de cette émission, on s'intéresse évidemment aux préparatifs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football masculin Cameroun 2021. Vous le savez, la cérémonie de tirage au sort de la phase de poule initialement prévue le 25 juin prochain à Yaoundé a été reportée par la Confédération africaine de football pour des raisons logistiques liées à la pandémie de Covid-19, a affirmé la CAF dans un communiqué rendu public le 6 juin. Et depuis cette annonce, ça va dans tous les sens. Certains n'hésitent pas à voir là un éventuel retrait encore de cette compétition au Cameroun. Aujourd'hui, le ministre des Sports a fait une sortie pour démentir ce qu'il a qualifié de folle rumeur qui circule sur les réseaux sociaux. Vous l'écouterez tout à l'heure. Nos invités ce soir, nous sommes en compagnie de Georges Rim, analyste des sports. Bonsoir Georges. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les téléspectateurs. Également en plateau ce soir, Serge Zambo. Bonsoir. Bonsoir Lydie. Vous allez bien? Je vais bien, heureux de me retrouver sur le plateau. Ça faisait un petit moment. Oui, effectivement. Et Mathieu Nathanaël Ndjok, journaliste, est avec nous ce soir. Mathieu, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir aux chers téléspectateurs. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Et Timothée Makongo, ancien footballeur, est là ce soir. Maxime, bonsoir. Bonsoir Lydie et bonsoir aux téléspectateurs. Les très heureux d'être avec les co-panélistes aujourd'hui. Tout à fait. On va donc démarrer sans transition par le handball et c'est avec évidemment cette bonne nouvelle qui nous vient de l'équipe nationale de handball. Le Palais Polyvalent des Sports, je le disais tantôt, abrite depuis hier la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior dames. Et aujourd'hui, tout à l'heure notamment, le Sénégal était face à la formation de Madagascar, 42 buts contre 16 en faveur du Sénégal pour le score final. La Tunisie s'est également imposée devant la formation de la Guinée 30-27 au thème d'un match assez serré comme on a pu le voir aussi. Pour le Cameroun, le pays hôte, pays organisateur, pour son entrée en compétition hier, le Cameroun était face au Kenya. Score à la mi-temps 21 contre 28 en faveur de l'équipe nationale du Cameroun et score au coup de sifflet final 40 contre 16 seulement pour la formation du Kenya. Nous vous proposons, si c'est possible, de suivre quelques réactions, notamment Vanessa Alban Djepnou, qui est la capitaine de l'équipe nationale de handball senior dames. Et vous allez également suivre Serge Christian Djibogo, qui est l'entraîneur du Cameroun, qui est l'entraîneur de cette sélection. Si on peut suivre ces interviews. C'est de gagner le match. Maintenant, la commission, par rapport à la meilleure joueuse, ce sont eux qui connaissent les critères sur lesquels ils se basent. Nous, notre but véritable, c'est de gagner ensemble. Donc, nous savons que la compétition est longue et nous savons aussi toutes les échéances qui nous attendent devant. Donc, cette victoire est motivatrice pour nous et ça nous donne envie vraiment d'aller encore plus loin. Prochain adversaire? Notre prochain adversaire, le Nigeria, jeudi soir. C'est un match que nous allons appréhender avec beaucoup plus de prudence. On a eu l'occasion de les voir jouer. Aujourd'hui, ça pourra aussi un peu orienter notre façon d'aborder ce match.
Donc je pense que là, nous avons toutes les pièces en main pour pallier aux différents adversaires à venir. Nous sommes déjà contents du résultat. C'était une entrée en compétition et dans notre pays, comme moi d'ouverture, vous pouvez imaginer la pression et le stress qui en découlait. Il y a eu beaucoup de manquements, bien qu'on ait gagné la rencontre. Nous sommes contents que ça ait commencé déjà et je pense que dans les matchs à venir, nous produirons un jeu meilleur que celui que nous avons produit. Justement, vous parlez de matchs à venir, le Nigeria. Beaucoup de respect pour toutes les équipes qui sont arrivées parce que toutes sont valeureuses. Nous les avons observées et nous sommes convaincus qu'ils nous ont aussi observés. Nous allons essayer de travailler dans le sens de contrecarrer toutes leurs forces que nous allons pouvoir déceler dans notre travail de stratégie. Merci évidemment à Angèle Bapédé pour ses réactions. Alors Serge Zambo, de manière globale, quand même, vous pensez quoi de cette entrée en fanfare du Cameroun dans cette compétition? Déjà d'entendre, je voudrais dire que le Palais des Sports, depuis qu'il est là, permet déjà qu'on soit dans le cercle très fermé des nations qui organisent des grands événements. Bon, maintenant... De plus en plus. De plus en plus, effectivement, parce qu'on est sur tous les fronts, le basket, le judo, aujourd'hui le hand. Bon, maintenant, le badminton aussi qui a le annoncé. Badminton qui a annoncé également. Maintenant, l'équation sera pas très difficile parce qu'on a déjà bien négocié le premier match. Le deuxième, c'est contre le Nigeria, qui n'est pas un ogre également. Maintenant, il faudrait peut-être certainement battre le Congo, finir premier dans notre groupe et éviter en ce moment de tomber peut-être sur un cadre au niveau des quarts de finale. Bon, maintenant, ça, il faudrait aussi peut-être le dire, qu'il y a quand même dans cette Coupe d'Afrique une équipe angolaise qui est 13 fois championne d'Afrique, il faut le souligner. Ouais, donc, on va y arriver. Et maintenant aussi, il faudrait bien que le Cameroun, je pense, moi je crois qu'on ambitionne certainement pour une place au podium. Il y a également Solé Moussi, qui est une très brave handballeuse. Je crois qu'à partir de ce moment, il y a lieu d'espérer. Il faudrait également dire qu'au terme de cela, les 4 demi-finalistes, on se bat aussi également pour la place en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, voilà. Alors Mathieu Nathanaël, vous avez, j'imagine, regardé le début de cette 24e édition de la CAN de handball, la senior dame qui se joue depuis hier au Palais Polyvalent des Sports. Premier match, première victoire pour le Cameroun. On va dire quoi? Le pays donne là le ton? Non, ce serait aller très vite en besogne de penser que le Cameroun est en train de donner le ton parce qu'on a gagné 40-16. On avait quand même en face une équipe rwandaise du Kenya, s'il vous plaît, qui est qualifiée pour la première fois à une CAN de handball. Donc ce n'était pas vraiment une faute de guerre. Et puis ce n'est un secret pour personne, c'est que à la Confédération de handball, on sait bien ménager les pays organisateurs dans les tirages au sort pour les premiers tours. Qu'est-ce que vous sous-entendez par là? Et donc pour le moment, ce n'est pas, il serait très vite, comme je le disais, de croire que le Cameroun rassure. La dernière, quand nous sommes sortis 4e de justesse, nous avons failli être arrachés la médaille de bronze. Donc aujourd'hui, pour moi, le challenge, comme a dit Zambo, c'est d'être sur le podium, même si on met la pression sur les filles, de remporter ces compétitions. Mais il faut dire qu'en face, et dans d'autres poules, on a des véritables cadors, de véritables pays qui sont des véritables favoris. Le seul fait que nous soyons pays organisateurs, c'est le seul argument qui nous fait être favoris. Pour moi, ça ne suffit pas. Et vous savez que notre préparation, d'abord, malgré tous les moyens, toute la volonté qu'on a mis, a été un peu bâclée parce que nous n'avons pas eu de sparring partenaire. Ces filles se sont préparées sans sparring partenaire. Donc, vous comprenez que le Kenya, pour moi, c'est le sparring partenaire qui aide à ces filles-là d'entrer dans la compétition. Mais il faut comprendre qu'en face, au fur et à mesure, on va les évaluer au fur et à mesure que la compétition va aller de l'avant. Et c'est véritablement là qu'on sera, si nos filles sont... J'espère qu'on reviendra ici pour véritablement évaluer au bout de la première semaine les véritables capacités de notre équipe. C'est la même lecture, Georges Rime.
Non, je ne vais pas dire que je me porte totalement faux avec l'analyse qu'a faite Mathieu Nathaniel Diop. C'est d'autant plus que lui-même reconnaît que lors de la dernière édition, nous avons fini 4e au pied du podium sur l'ensemble des nations qui avaient pris part à cette compétition. Ça veut simplement dire que parmi les grandes nations de handball que compte l'Afrique, on peut citer le nom du Cameroun. Et ça ne date pas que d'aujourd'hui. Le handball, que ce soit en dames comme en messieurs, a assez souvent bien représenté le Cameroun sur la scène continentale. Aujourd'hui que l'édition est organisée en territoire camerounais, je pense qu'il fallait commencer la compétition de la manière avec laquelle nous l'avons commencé, c'est-à-dire par cette brillante victoire, fût-ce telle contre le Rwanda, mais il fallait quand même... le Kenya. Le Kenya, autant pour moi. Il fallait quand même remporter ce premier match parce qu'on le sait généralement en compétition, le plus dur, c'est l'entame en matière. Ça vous met en confiance pour la suite de la compétition. Et je pense que le Cameroun a, à travers cette organisation qui se joue chez elle, l'opportunité là d'aller tutoyer enfin la plus grande nation en matière qu'est l'Angola. Moi, je pense que cette sélection peut nous faire plaisir jusqu'au bout. Alors, deuxième sortie pour le Cameroun, Timothée Makongos, c'est jeudi et ce sera face au Nigeria. Une équipe qui a, on l'a vu, perdu son premier match face à la République démocratique du Congo, 16 buts contre 35. Peut-on, disons, entrevoir aussi là une deuxième victoire camerounaise? Déjà, je m'aligne sur ce que Réma dit tout à l'heure par rapport au fait qu'il y a quand même presque une trentaine d'années que nos filles sont allées au niveau des équipes africaines, parce qu'en réalité, à une époque, même à une année, je crois dans les années 85, ils étaient même deuxième d'Afrique à un moment donné face au Congo. Donc nous avons une équipe qu'on peut considérer comme parmi les meilleures d'Afrique, notre équipe féminine. Bon, maintenant, c'est vrai que quand on organise, on est obligé de tenir compte d'un certain nombre de paramètres tels que il ne faut quand même pas que l'équipe organisatrice soit opposée à une équipe très très forte. Donc c'est tout à fait logique. Il y a un regard. Vous êtes d'accord avec Mathieu? Je suis d'accord avec Mathieu là-dessus. Qui a quand même le favoritisme. Maintenant, c'est pas du favoritisme, c'est une exigence commerciale, une exigence promotionnelle, une exigence de vulgarisation. C'est nécessaire. Il faut absolument passer par là parce que le sport c'est pour le public et le public doit adopter progressivement une compétition. Et il faut pas que le pays organisateur tout de suite se mette... bon, ça c'est notre problème, c'est notre débat, je sors de là. Ouais. Bon, pour ce qui concerne le Nigeria, je pense pour ma part que tel que je connais les Camerounaises, il y a de fortes chances qu'elles puissent l'emporter sur le Nigeria, malgré la préparation qui a été à peu près, qui n'a pas été tout à fait très très rigoureuse. Ils pourraient l'emporter sur le Nigeria, parce que le Nigeria, en matière de handball féminin, a toujours été un tantinet un peu plus bas que nous, tout simplement. Mais ça ne veut rien dire, le sport, c'est le sport et tous les pays préparent la compétition. Je reste simplement optimiste sur le fait que nous avons quand même une bonne équipe féminine, et je crois, et je pense qu'elle pourrait venir à bout du Nigeria. L'équipe qui est là... L'équipe qui est là, elle est bien, à mon avis, elle est très bien. Elle est bien. Bon, maintenant, il y a peut-être quelques réglages à faire. Bon. Voilà. Serge, ce match contre le Nigeria qui revient, qui était quand même absent de ce tournoi depuis l'édition de 94. Et tout à l'heure, on a écouté la capitaine de notre équipe, de notre sélection nationale de handball, Seigneur Dame, qui disait oui, le but c'est de gagner ensemble. Et le match contre le Nigeria est un match que nous allons appréhender avec beaucoup de prudence, selon ses propres termes. Oui, effectivement. Vous savez, quand on est en compétition, il faut jamais abattre un lion ou alors le manger avant de l'avoir abattu. Et puis moi je pense que c'est tout à fait normal qu'on aille de façon prudente. Et puis vous voyez, il y a une vieille rivalité entre nous et les Nigérians, quels que soient les cas. C'est-à-dire que ce soit, quelle que soit la discipline, voilà, c'est ça que je voudrais dire. Donc il n'est pas question qu'au niveau du handball, que ça ait flanché. C'est vrai que nous avons légèrement un cran au-dessus, mais il faut préparer tous les matchs, un peu comme Nathaniel le disait, avec toute la prudence, venir tout doucement. Et je pense que son intervention s'y est, parce qu'il ne faudrait pas aller jouer déjà, se prendre pour des gagnants, alors que tout se passe, comme on dit, en défile, ça se passe sur le terrain. Donc c'est au sol, comme on dit au quartier. Pour moi, c'est bien d'être prudent. C'est bel et bien, quand on est prudent, on se prépare forcément mieux. Or, quand on ne l'est pas,
on se dit que c'est un peu à la ramasse et puis advienne que pourra. Et je pense que, et on a peut-être oublié, c'est vrai qu'il y a la pandémie qui est là, il y a quand même aussi l'apport du public, parce que nous sommes quand même en terre camerounaise. Quels que soient les cas, il y a quand même des petits cris qui encouragent ces Lions à aller peut-être certainement jusqu'au bout. Un tout petit peu, vous savez, je vais faire peut-être une petite analogie avec le volley. À un moment donné, nous n'avions pas, la dernière CAN que nous avions remportée chez nous, nous n'étions pas forcément favoris, mais le public a poussé, les filles ont poussé. Il y a eu une sorte d'osmose, et puis on est arrivé au bout. Nathalie le disait tout à l'heure, nous étions 4e. Pourquoi pas, moi j'ai parlé du podium, podium c'est 3, pourquoi pas viser un peu plus haut, surtout que nous sommes en terre camerounaise. Là je vais épouser effectivement ce que Rim disait tout à l'heure. Alors Mathieu, 3e match pour le Cameroun, ce sera le 12 juin contre la République démocratique du Congo, donc après le Nigeria jeudi. Le 3e match pour le Cameroun, c'est contre la RDC. La RDC, comme on le disait tantôt, a battu le Nigeria d'entrée de jeu. Vous voyez quand même l'équipe du Cameroun traverser la phase de poule. Oui, il faut dire que quand on regarde la poule du Cameroun, vous comprenez très vite que les deux favoris, c'est la RDC et le Cameroun. Et donc, le Nigeria va jouer les doubles faits. Et le Nigeria, ce n'est pas parce que cette sélection a perdu son premier match que c'est quand même un pays de plus de 100 millions d'habitants. Et quand un pays comme celui-là aligne une équipe nationale, c'est une sélection et vous avez eu la chance d'avoir une meilleure équipe. Maintenant, le fait que cette équipe n'a pas eu la chance de participer à de grandes compétitions peut avoir des incidences, mais c'est simplement ces contre-performances peuvent se ressentir à l'entame d'une compétition comme celle-là. Et quand elle va prendre la mesure de la compétition comme elle a prise après son premier match, il faut comprendre que les prochains matchs seront pas faciles. N'oubliez pas que le Cameroun a gagné, et nous sommes en juin, le Cameroun a gagné l'Argentine le 8 juin à une Coupe du Monde 90. Ça n'a pas empêché l'Argentine de remporter cette compétition. Je ne dis pas que le Nigeria va remporter. Non, il n'avait pas remporté. Ils étaient en finale tout simplement. Oui, ils étaient en finale. C'est l'Allemagne qui gagne. Oui. Bon, n'oubliez pas quand même que je ne dis pas que le Nigeria, l'équipe nigérienne peut remporter, mais je veux dire que ce ne sera pas un match facile parce que ils savent véritablement leur position et ils sont venus jouer jusqu'à fond leur carte. Et ces filles-là, je ne suis pas sûr que le score sera le même qu'on a donné au Kenya. Donc ça sera un peu plus étriqué si on arrive à gagner. Mais je crois que nous avons une très bonne équipe. J'ai vu la composition de ces équipes, j'ai vu comment on a été très méticuleux sur la présélection jusqu'à la sélection. On a essayé de rappeler le maximum de nos meilleures joueuses de partout. Oui. Et même parmi les nationaux, on a même débarqué des joueuses dans l'armée. Donc vous comprenez qu'on a mis tous les moyens et je crois qu'on a toutes les chances d'aller plus loin. Le seul bémol, c'est que notre préparation n'a pas été la même que les favoris de cette compétition. Alors, Georges Rim, ce match Cameroun-RDC, la 3e journée. Oui, forcément, ce sera le match pour... si les deux équipes gagnent leur deuxième rencontre, ce sera le match pour la première place. Et quelle affiche de rêve que celle-là, les deux... proposé à la première place de cette poule. Voilà, donc ce sera la finale de la poule. Ça, je le dis, si les deux équipes venaient à gagner leur deuxième rencontre, c'est-à-dire le Cameroun contre le Nigeria, qui ne sera pas un match facile, parce que le Nigeria voudra forcément se rattraper de l'échec du premier match. Essayer d'éviter l'Angola et la Tunisie. Voilà. Et le Cameroun, lui, voudra confirmer contre le Nigeria pour s'assurer d'affronter la RDC dans de meilleures dispositions. Oui. Donc le match contre la RDC sera... Donc ça veut dire que la deuxième journée, quand même, sera assez déterminante aussi par rapport à la troisième. Tout à fait, tout à fait. De cette poule-là, bien entendu. Parce que si on termine quand même première, c'est-à-dire que dans notre poule, on évite justement la Tunisie et l'Angola qui seront on a commencé les calculs tôt, comme ça, il faut éviter la Tunisie, il faut éviter... C'est quand même assez tôt. C'est tôt, c'est vrai, mais ceci passe par le fait que nous devons gagner
nos 2 matchs. Les 2 matchs, c'est-à-dire toutes les compétitions qu'on gagne, ça dépend de votre chemin de fer. Et ma Congo qui a joué la haute compétition pour vous le dire, on ne gagne pas une compétition forcément parce qu'on était meilleur. On peut aussi gagner une compétition parce que son chemin de fer, c'est-à-dire que là où on est passé, on a évité les favoris. Et quand les précédents Coupes du Monde, vous évitiez l'Allemagne, vous étiez sûr que vous pouvez arriver à un certain niveau. La rencontrer. Voilà. Ce n'est pas l'Allemagne d'aujourd'hui, mais les 2 précédents Coupes du Monde, quand vous évitiez l'Allemagne, vous étiez convaincu que vous pouvez... Mais quand vous tombez sur le chemin de l'Allemagne, ça devenait compliqué pour vous. Donc, c'est comme ça les compétitions. Tout pouvait être possible. Parce que quand on arrive déjà en finale, ça devient un match au couteau. Tout peut être possible. Ça dépend maintenant du mental et de la façon dont on a préparé. Imaginez-vous qu'au deuxième tour, on tombe sur l'Angola qui est la favorite des favoris. Ce sera compliqué pour nous. Ce sera très compliqué pour nous. Simonté Makongo, peut-être pour sortir de ce sujet, l'Angola, justement, 13 fois vainqueur de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est une équipe, ou bien tout simplement un pays en matière de sport qui atteint les belles sphères, hautes sphères de l'entraînement. Ils ont compris ce que c'est que... Mathieu dit qu'on souhaite rencontrer seulement en finale. Il faut être réaliste. Non, en réalité, ils sont sur le papier, vraiment, ils sont forcément les meilleurs. Mais vous savez, ce type de compétition, il y a aussi le mental. Et nous avons un avantage sur la plupart de ces pays africains, c'est que volontairement ou involontairement ou inconsciemment, ils ont l'impression que nous sommes des guerriers. Les gens se posent toujours la question de dire, ces gens-là, avec eux, tout est possible. C'est parfois du tout ou rien. Mais il faut le reconnaître, l'Angola a une très très belle équipe, une très belle préparation aussi, et beaucoup de sérieux dans leur façon, dans leur management. Ils ont beaucoup de sérieux. En fait, ça fait partie des gens qui réagissent comme des grands pays du monde, avec tous les moyens nécessaires et indispensables pour amener une équipe au sommet. Voilà. Bon, mais le Cameroun reste toujours un pays. Le Cameroun, c'est le Cameroun, comme disent les Camerounais. Cette année peut être la bonne. Elle peut être la bonne, elle peut être... de toute façon, les Ambois dit quelque chose de très important tout à l'heure, qui me fait plaisir, qui me fait chaud au cœur, c'est que le Cameroun est devenu, en termes d'ouverture, d'organisation de compétition, un nouveau point de rencontre. Et les Camerounais ne ratent jamais ce type d'occasion. C'est vrai, nous ne les ratons pas. Et je vois mal le Cameroun ne pas arriver au moins en finale de cette compétition. Et si la finale c'est contre l'Angola, bon, ben, on verra bien. Et si nous arrivons en finale, vous pouvez me croire... le Cameroun remporter. Le Cameroun peut remporter. Je vous assure que, ne serait-ce que sur le plan mental, fighting spirit, il est possible que les Angolais, s'ils se rencontrent le Cameroun en finale, se sentent déjà battus à l'avance. Parce que à voir le niveau mental que nous avons, vous savez, nous avons un mélange très, très compliqué en termes ethniques, en termes de mélange, qui fait que il y a une force qui c'est vrai, moi j'ai voyagé un peu à travers l'Afrique, à travers le monde, et j'ai vu les Camerounais un mental extraordinaire, extraordinaire. Si vous avez vu là, comment on appelle la lutte, là, le catcheur, comment on appelle la lutte là, Francis Ngannou. Si la force, la rage, c'était pas naturel avec laquelle il a attaqué ce gars-là. Ça dépassait une force physique naturelle. C'est quelque chose une énergie qui vient d'ailleurs. Et ça se sentait à travers les écrans. Nous, on l'a vu au niveau des écrans. Quand Oman Big saute à plus de j'ai vu encore le bond de Mobili qu'il y a 2-3 jours. C'est un bond qui va au-delà de 1,75 m. C'est-à-dire ses genoux sont au-dessus des têtes des autres. C'est un bond extraordinaire. Donc, c'est presque magique. Ouais. Donc, je dis, nous avons un côté fighting spirit qui dépasse souvent les règles de préparation, les règles de compétition, les règles de capacité, de technicité et autres, et même les règles de management. Parce que nous sommes presque des magiciens, parce que souvent, même quand il y a des choses qui sont mal dirigées dans le pays, nous arrivons à être dans les meilleurs. Je prends l'exemple de la Coupe du Monde 90. C'est l'équipe la moins bien préparée, la moins disciplinée, mais à la grande surprise, tout le monde... la CAN 2017. Non, même en 88. La CAN 2017, personne n'espérait au Cameroun. Avec plein de défections. Oui, voilà, 2017 au Gabon. En 2017, quand même, on se prépare. Mais je dis en 88, on fait 2 semaines tout simplement de préparation, on ramène la coupe. En 88, 2 semaines tout simplement. Ça, j'en ai des souvenirs. Donc, il y a toujours... 90, c'était extraordinaire. On a fait jeu égal face aux Anglais.
Les Et on Anglais... sort en 90 d'une très très mauvaise Coupe d'Afrique des Nations, vous vous souvenez, Ouais. où nous sommes battus par l'Algérie, même pas, non, pas par l'Algérie, on n'est même pas arrivé au niveau de l'Algérie. En Algérie, effectivement, on est battu par la Zambie, un but d'un court type là, et puis il y a le Sénégal qui nous donne, je crois, 2-0. Personne ne croyait au Cameroun, et zut, en Coupe du Monde, ça explose. Donc c'est possible que dans c'est cette possible que dans- compétition, Oui, c'est chez nous en plus. l'équipe nationale, C'est chez nous. c'est chez nous quand le même. 18 Donc juin il faut savoir que le prochain. handball camerounais a toujours été un handball respecté en Afrique. Le problème de fond, c'est qu'il y a une décrépitude depuis le championnat national ne se joue pas. Tout à fait. Et on se concentre sur quelques 2-3 grandes équipes. On concentre les joueuses là-bas et on maximise avec les professionnels aujourd'hui. Mais vous savez, comme disait Makongo dans les années 80, le handball camerounais a remporté des compétitions africaines, des coupes africaines et de clubs. Et on a joué, on a remporté des compétitions avec l'équipe nationale. On allait aux Jeux Olympiques en Coupe du Monde avec les Biko Sadé et toutes les générations-là. Le problème, c'est qu'après, aujourd'hui, le mouvement sportif est en train de plonger. Il faut le relever. Et donc, moi, je félicite le président de la Fédération camerounaise de handball, Raymond Bita, qui travaille, mais au lieu de focaliser tout sur l'équipe nationale, il faut aussi travailler sur la rédynamisation du handball à la base. Regardez ici à Douala qui était le vivier des joueuses et des joueurs. Le handball, ce n'est plus le cas. On ne sait plus où les joueurs passent. Le football, le handball ne se joue même plus ici. Et pourtant, c'était l'un des sports qui faisait énormément courir. Mais après, quand vous écoutez nos performances, quand nos équipes partent en compétition africaine, vous n'en revenez pas. Parce que je me rappelle, à la dernière CAN, nous avons perdu la médaille de bronze de justesse. Je peux même dire qu'il y avait un arbitrage qu'on peut contester. C'était parce que là, je crois, on joue avec le pays organisateur, c'était, je crois, le Congo. Et on est resté au pied du podium, mais alors que ces filles-là avaient beaucoup à donner, elles étaient déterminées. Donc je crois qu'avec la même détermination aujourd'hui, et on peut faire mieux, on a l'avantage d'être chez nous, et les infrastructures, d'accord, mais aussi il faut qu'on comprenne la politique. Le Cameroun avait souvent peur d'organiser des compétitions locales. Entre mettre 200 millions pour accompagner une équipe nationale, aller à l'extérieur, jouer à l'extérieur, ou dans les délégations, on remplit beaucoup plus les administratifs, que de mettre ces 200 millions à organiser une compétition ici. On a les faveurs que ça donne plus de chances et ça nous permet de mettre beaucoup de moyens et avoir tout le potentiel pour apporter une compétition. C'est un exemple que donné. Non, j'ai pris un exemple. J'ai dit que là, même c'est beaucoup, même 100. Hein, sur le plan, et on organise un peu tout, comme il dit, et que ça reprenne. Parce que lorsqu'on concentre l'équipe nationale sur 4 équipes et puis on ajoute les professionnels et que ça ne joue pas. Vous savez, le sport, Makongo peut le dire, il y a le rythme. Quand il n'y a pas de rythme, c'est compliqué. Vous avez beau jouer des matchs de préparation, mais les matchs de préparation ne remplacent pas un championnat qui est en cours. Donc forcément, il y a des tares qui peuvent relever ça et là. Mais maintenant, nous avons le plus dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est notre mental, c'est notre possibilité à se surpasser dans ce genre de moments qui peuvent être incroyables. Je pense, Lydie, que par le passé, quand on vous dit où nous jouons, et que nous réalisions les performances qui étaient les nôtres, le stade de Ngodi à quoi ici, regardez son état. Aujourd'hui, nous avons quand même la chance d'avoir des infrastructures dignes de ce nom, le palais des sports, le gymnase du stade annexe Omnisport qui a été relooké pour l'occasion. Où se joue la CAN. Où se joue la CAN, naturellement. Ici à Japoma, si toutes les infrastructures sportives qui doivent en principe sortir de terre là-bas sont terminées, pareil pour Olembe et un peu partout. Et je pense qu'on disposera là de bonnes raisons pour localement organiser des championnats véritablement compétitifs, véritablement disputés, pour permettre à nos équipes locales de retrouver leur allant d'avant sur la scène continentale. Et naturellement, si en club ça se passe bien, vous êtes sûr qu'on va y piocher les meilleurs pour renforcer nos sélections nationales avec l'apport
des professionnels pour effectivement rivaliser l'adresse avec les Angolais. Ce qu'il faut le dire, joue avec très peu de professionnels, mais beaucoup plus de... Bon, quand je dis très peu de professionnels, c'est-à-dire très peu de filles venues d'ailleurs. Parce qu'elles sont déjà dans leur pays des professionnels. Le championnat de handball en Angola est professionnel, au même titre que d'ailleurs les autres disciplines sportives. Donc, si on parvient à le faire, je ne vois pas, parce que nous sommes un pays creuset de talent, ça il faut le dire, toutes disciplines confondues. C'est pas comme ailleurs, on va vous dire, le sport phare c'est le basket ici, là-bas c'est la natation. Ici chez nous, que ce soit en individuel comme que sur le plan des sports collectifs, nous avons de la ressource, nous avons de la matière, il faut juste encadrer, il faut permettre aux jeunes qui ne demandent que ça, d'exprimer la plénitude de leur talent, et je suis sûr que la mayonnaise prendra jusqu'au niveau des sélections nationales. S'il te plaît, à la suite des rimes, je vais juste ajouter quelque chose. De cyclisme. Parce que Rim m'a mis quelque chose à la tête tout à l'heure. Ouais. Vous savez, à une époque, là, comme disait aussi Mathieu, dans les années, même avant les années 80, dans les années même 75, 77, hein, nous avions près de 10 équipes de handball ici dans le littoral. Il y en avait une douzaine à Yaoundé, il y en avait à l'est, il y en avait au nord Cameroun. Ça veut dire que les championnats nationaux de handball étaient très élevés et c'était soutenu par les sociétés. Ici, il y avait les Brasseries de Cameroun, il y avait Simancam, il y avait FAP, il y avait SICAM, il y avait le PAD, le autonome. Et c'était extraordinaire. Il y avait donc des mécènes qui avaient pris sur eux de lancer ce handball. Puis petit à petit, les sociétés ont commencé à faire faillite, leur budget, le sport a commencé à dire, mais l'État n'a pas pris la relève. Dans ce que Rim disait tout à l'heure, il faut absolument quelqu'un qui lance la promotion, qui relance la promotion de ce sport. Et pour ça, nous avons besoin de la volonté politique pour relancer. Parce que le handball est possible. Le handball est aimé, le basketball est aimé, tous ces sports collectifs sont aimés, mais il faut absolument un support. Et ce support part d'une volonté étatique. Si cette volonté étatique n'existe pas, les mécènes qui avaient avant, je suis plus sûr que la même race de mécènes existe encore maintenant. Hein? Est-ce que nous pourrons, hein, comme lui me disait, avec les nouvelles infrastructures, est-ce que nous pourrons refaire des équipes dans toutes nos régions du Cameroun si l'État ne met pas derrière cette machine, derrière le social, la volonté de faire le sport. Le sport est une réalité de gloire. Ouais. Pour tous les pays du monde. On ne peut pas moi, je voulais seulement sortir, permettre Mathilda un mot pour dire que, oui, on a parlé des infrastructures, mais ces infrastructures ne sont pas encore mises à la disposition des sports, des fédérations. Ouais. Et donc, par exemple, au stade à Japoma, il y a un gymnase multisport de 2000 places où on peut jouer au handball, basketball, volleyball, où on devrait accueillir cette CAN. Malheureusement, je crois qu'on a réduit les coûts de transport par avion des équipes. Mais je crois que le Cameroun devrait profiter pour montrer qu'elle peut organiser une CAN sur plusieurs villes. Ouais. Sur plusieurs villes. Pas seulement Yaoundé. La seule chose qui a un peu fait différence à Douala, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de stades d'entraînement. Mais à Japoma, dans le même complexe, il y a des stades d'entraînement à côté, à l'extérieur, qui auraient pu servir. Okay, et il faut les mettre à contribution pour développer les sports dits mineurs. Merci bien Mathieu. On rappelle que cette CAN de handball se joue jusqu'au 18 juin prochain du côté de Yaoundé. On parle cyclisme maintenant, Serge Zambou. Je sais que vous êtes un fan de la petite reine. C'était la 17e édition du Tour cycliste international du Cameroun. La compétition s'est achevée dimanche dernier et on va dire 6 ans après, un coureur camerounais est de nouveau maillot jaune et c'est encore Kamzon Abosolo, la dernière personne d'ailleurs à avoir eu le maillot jaune du Cameroun. Une très très grande satisfaction, ça je peux pas le mentir, je peux pas. Donc j'ai été extrêmement satisfait. Vous savez, l'année passée, je pleurais presque sur le plateau. Tout à fait. Surtout lorsque Georges Mba a été dépassé à quelques mètres à Yaoundé de l'arrivée. Juste par là, on bagarrait pour une victoire d'étape. Mais cette fois-ci, il faudrait noter que l'équipe nationale du cyclisme
ou alors les cyclistes, parce que nous avions 2 équipes. Je n'ai pas très bien compris exactement comment ça se passait. Il y avait l'équipe nationale et puis il y avait la SNH, dont est issu Kamzon Abosolo. Mais apparemment, les 2 se sont mués en une pour faire une tactique extraordinaire. On n'a pas gagné d'étape, mais on s'était toujours résolu à avoir un Camerounais, ou du moins à mettre Kamzon Abosolo dans les meilleures positions. Parce que quand j'ai essayé de... C'était la meilleure chance du Cameroun. Parce que, donc, et puis j'ai eu la chance, entre autres, d'assister à l'arrivée en direct. J'ai de la chance, hein, j'allais pour des problèmes professionnels. Je me suis retrouvé juste devant le fait accompli. J'étais très très content, j'en ai fait beaucoup de photos. J'ai eu la chance d'assister à cette arrivée, donc, où les Bulgares étaient en tête. Et juste avant, j'ai aperçu le président de la fédération camerounaise de cyclisme, qui était un tout petit peu content, qui était content parce que, en fait, content entre guillemets, le coureur français qui était en tête, qui avait le maillot jaune, avait chuté. Donc, ça a permis effectivement à Kamzon d'essayer de le rattraper. Bon, à un moment donné, on a même pensé que Kamzon aurait pris le maillot jaune au niveau de Duncan Samba, mais non. Les classes étaient juste rétrécies et c'est le coureur français qui, on a encore chanté, comme on dit, parce que lorsqu'on a le maillot jaune, c'est l'hymne national de la France qu'on a écouté. Donc, c'était très facile. Bon, maintenant, j'ai été également très content de voir qu'en Afrique aussi, il y a de la relève. Quand on parle par exemple du jeune Charles Beaumont, que j'ai rencontré, j'ai discuté avec lui, il est étudiant, il a 21 ans, dans le Burkinabé. Et il se pourrait, même pas qu'il se pourrait, c'est une information, il va également représenter l'Afrique en coupe aux Jeux Olympiques qui vont se dérouler du côté de Tokyo. Donc la jeunesse prend la relève. Je me souviens que la dernière fois aussi, avant le tour, il était au Cameroun. Il était au Cameroun et il a, d'ailleurs, moi j'ai conversé avec lui, il a dit qu'il a apprécié beaucoup le tour du Cameroun de football. C'était un tremplin c'était comme un sparring partner pour permettre qu'il puisse se mouvoir. Donc il appréciait beaucoup et que l'organisation, parce que moi je lui ai posé des questions, en termes d'organisation, toi qui as été là la dernière fois, et cette fois-ci il dit que l'organisation s'est beaucoup améliorée. Ils avaient peut-être un peu peur du côté du Nouveau, mais il y avait une sécurité assez imposante pour les mettre un tout petit peu en confiance. Donc pour moi je dis... c'est extraordinaire, l'organisation quand même la Serge, hein, le palmarès cycliste du Cameroun. Les Camerounais, ils ne sont pas assez nombreux là. Oui, mais il y a quand même eu Martin Tega, il y a eu Joseph Sanda, il y a eu Yves Ngegok, et puis Kamzon Abosolo en 2015. Il a fallu attendre 2021 pour qu'un coureur camerounais puisse décrocher encore ce maillot jaune très convoité. Très, très convoité. Et puis, bon, si vous remarquez, les écarts sont c'est petit. Hein. On le prend à quelques, je crois, 12 ou 13 secondes d'écart. Donc, j'ai fait un peu les petites statistiques là-dessus. Maintenant, ce que je voudrais également dire, c'est qu'il faudrait donc qu'on essaye de travailler, comme Ivuna le disait, pour la relève. Parce que là, vous voyez, Kamzon, il est champion. Il a gagné le Tour cycliste du Cameroun. Il est maillot jaune en 2015. Voilà, 6 ans après, en 2021. C'est toujours lui. Est-ce qu'on aura encore un autre Kamzon dans 2, 3, 4 ans? Il faut donc travailler, comme le disait Ivuna, au niveau de la relève. Bon, je vais terminer mon propos avec une anecdote. Je parlais toujours des Jeux Olympiques de 1980. Je ne sais pas si c'était la dernière fois qu'on y participait. Il y avait effectivement des coureurs camerounais. Il y avait Ivuna, justement. Il y avait Ouna Nicolas. Il y avait Kono Joseph. Et il y avait également Thomas Niemek, je crois, un Bassa. Bon, et lors des courses d'étape, nous, tous les Camerounais avaient abandonné. On n'avait pas pu. On n'avait pas pu finir l'étape. Sauf que maintenant, dans la course par équipe, là, on a quand même pu terminer. Là, il y avait Fouda Toussaint, qui étaient des camps plaquages en Balmayo. Des très belles équipes, je ne sais pas où elles sont passées, parce que peut-être que Nathalie nous en dira un peu plus. Bon, ils avaient beaucoup de moyens. C'était une structure qui fabriquait le bois, et elle appartenait aux Italiens, les contreplaquets. Bon, mais ils avaient mis sur pied une très très bonne équipe. Aujourd'hui, il n'y a que la SNH qui essaye de sortir de l'eau ces dernières années, mais il y avait un camp plaquage dont était issu justement Fouda Toussaint. Et là, nous avons quand même pu faire la course par équipe. Là, on a fini 22 sur 23. Ça, c'est 1980. Voilà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire donc que si aujourd'hui, nous avons Beaumont qui s'en va là-bas, nous pouvons aussi avoir des Camerounais qui repartent. Il ne faut pas qu'on se limite, c'est ce que je voulais dire. Il ne faut pas qu'on se limite seulement autour du Cameroun. Il faut essayer de viser un peu plus. Et au Grand Prix. Et au Grand Prix, par exemple. Au Grand Prix Chantal Biya. Il faut même viser, moi je parle, le Grand Prix, c'est encore tout à fait national. Moi, je voudrais qu'on vise un tout petit peu, un peu plus haut.
Vous voyez un peu. Et le peu plus haut qui est juste à côté de nous, c'est justement les Jeux Olympiques. La dernière fois qu'on a entendu parler de nous, c'était... Le Tour d'Italie. Bon, pourquoi pas le Tour d'Italie ou le Tour de France? Bon, mais sauf que là-bas, il y a des minima qu'il faut naturellement atteindre. Or, si nous n'avons pas pu aller déjà aux Jeux Olympiques, ça veut dire que nous n'avons pas pu atteindre les minima. Le Tour du Cameroun aujourd'hui, nous n'atteignons pas le 2.1. Il faut encore beaucoup travailler pour pouvoir atteindre le 2.1. C'est ça que je voulais dire en fait. Alors Mathieu, cette victoire du cycliste camerounais Kamzon Abosolo, on va dire quoi, il a fallu du temps? Oui, on peut dire qu'il a fallu du temps. C'était à domicile. Non, le Tour du Cameroun ne se joue pas, ne se court pas ailleurs. Il était champion du Cameroun en 2015. Il récidive là en 2021. Je crois que c'est une fierté pour le Cameroun. On peut se féliciter d'avoir bien géré pour une fois une compétition. Le problème, c'est que très souvent, nos équipes ont les problèmes d'équipement, des vélos. On a encore vu ici, permettait lors du Grand Prix cycliste Simon Kam sans publicité, qui était un partenaire qui s'est couru à Douala une semaine avant. Quand tu regardais les vélos, quand tu regardais les vélos des gars de SNH qui composent essentiellement l'équipe nationale, et que tu regardes les vélos des autres équipes du Cameroun, c'était quand même... il y avait un gros gap. Même l'année dernière, hein, sans te couper, Nathaniel, nos vélos également, il y a 2 ou 3 ans, n'étaient pas au niveau des vélos. Donc je dis on vient de les lotir. On en a parlé ici. Je dis qu'il faut qu'on travaille sur ce plan-là. Le tout, on a des gares très performants. La preuve, c'est que on a la plupart, Douala forme beaucoup de gares qui, après Yaoundé, les récupère à SNH. L'équipe nationale les oblige à aller résider à Yaoundé. Et puis, ils sont pour rester en équipe nationale. Donc, on a gagné, c'est bien. Mais je crois que c'est l'arbre qui cache la forêt parce que je crois encore que vous venez de citer les exemples de 80 et j'ai toujours un débat qui me choque quand j'entends qu'on est au 17e tour international du Cameroun. Oui. Je veux rappeler toujours aux gens que dans les années 70, il a été couru des tours internationaux du Cameroun. Il y avait des équipes qui venaient, des équipes qui venaient du Nord. De l'Europe et donc ce n'est pas depuis 17 ans que nous avons le Tour du Cameroun. C'est la première précision que moi je veux faire. La deuxième précision, c'est que oui, on a gagné, mais je dis que ces gars-là ont gagné, c'est un miracle parce qu'avant ce Tour cycliste, ils n'ont pas eu beaucoup de compétition dans les jambes. Sinon, ils n'en ont pas eu du tout. Ils n'en ont pas eu pratiquement, ils n'en ont pas eu. Comment ils ont fait? Donc, c'est pourquoi toutes les équipes du Cameroun réunies, même si on a voulu les éclater pour simuler, en fait, on avait une équipe du Cameroun de près de 20 coureurs. Et on a seulement éclaté les équipes en donnant des noms, mais on savait que tous couraient. Donc, Pistolero, comme on appelle, Kamzon Abosolo, nous a fait honneur. Il a gagné le critérium de Douala pour marquer, pour donner le ton. Et il disait que c'était une fierté pour lui parce que depuis 2015 depuis il n'avait plus gagné une compétition. Et donc, il avait commencé à gagner, il avait envie de gagner. Et je crois que ça a permis qu'il se remette en confiance et que même ses coéquipiers comprennent qu'il est en forme et qu'il faut l'accompagner. La seule grande peur que nous avons eue, c'est l'avant-dernière étape. Il y a eu une échappée d'un étranger qui avait pris 51 secondes sur le maillot jaune. Et là, ça a commencé à inquiéter tout le monde. Heureusement que le peloton s'est remis dans la course pour venir réduire et rattraper et annuler tout cet écart-là parce que c'était d'abord un concurrent qui n'était pas dans le podium, sur la shortlist, qui sortait de nulle part et qui était en train véritablement de se positionner. Heureusement, on a pu gérer ça, notre équipe nationale a pu gérer ça. Mais je dis, comme Zambo disait, le problème, c'est qu'il faut qu'on organise énormément de compétitions au Cameroun et qu'on soit sérieux. Si on n'organise pas, c'est parce que ceux qui ont la charge de gérer ces fédérations-là ne sont pas aussi sérieux vis-à-vis des sponsors. Et ils se discrédibilisent devant les sponsors. S'ils se crédibilisent devant les sponsors, comme le président de la Ligue régionale de cyclisme du littoral l'a fait
vis-à-vis d'un sponsor, Simon comme ça en publicité. L'autre jour, je crois que ça va attirer d'autres gens. Et j'ai entendu dans les coulisses une société brassicole qui disait qu'avec cet exemple-là, elle est prête à organiser un autre critérium pour les Camerounais. Mais il faut aussi qu'on aille à l'international participer aux vraies compétitions, aux compétitions classées 2.1, comme la compétition, comme le Tour du Rwanda, où le Cameroun ne participe pas. On ne comprend pas pourquoi. Il faut qu'on se batte à aller participer. C'est dans ces compétitions-là qu'on va trouver véritablement, on aura les meilleurs. On aura les meilleurs. Donc, véritablement, on ne peut pas, oui, on peut se gargariser sur cette victoire-là, mais moi, je crois qu'il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Il y a encore énormément de travail à faire et il faut qu'on se mette au travail. Georges Rim, sur cette victoire de Kamzo à Bossolo, le Cameroun qui n'a pas remporté de victoire d'étape tout au long de cette compétition. Et on termine quand même maillot jaune. Oui, c'est ça la particularité du cyclisme, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas gagner la moindre étape, mais si vous êtes chaque fois bien classé, parce que c'est le temps qu'on prend en compte, si vous êtes chaque fois bien placé, eh bien, vous terminez la compétition avec le maillot jaune et pour les autres récompenses avec quelques points, vous êtes soit maillot à poids, soit maillot ceci, meilleur grimpeur, etc. Meilleur jeu. Et là-dessus, on n'a même pas été classé, on a juste le maillot jaune. Le maillot jaune, voilà. Donc, c'est vrai que la CRTV... Nous, Ghana n'avait pas de compétition dans les jambes, donc on ne pouvait pas faire mieux. La CRTV a quand même créé une petite émulation en créant un maillot bleu qui était destiné aux meilleurs Camerounais, qui naturellement est encore allé vers Kamzo. Donc, comme je le disais, c'est ça la particularité du cyclisme. Et c'est vrai que certains n'arrivent pas à comprendre que chaque arrivée, on dit c'est elle, chaque arrivée c'est elle, mais au final c'est quelqu'un qu'on déclare vainqueur. Donc, il faut pouvoir leur expliquer cela pour qu'ils comprennent bien. Dans le cyclisme, on peut gagner des étapes et ne pas terminer vainqueur de l'édition. Mais si on est régulièrement bien placé, si on sait gérer son avance par rapport à ses poursuivants, à ce moment-là, oui, effectivement, on a de bonnes chances de terminer. Tout à fait. Il faut dire que c'est un sport qu'on dit individuel, mais qui est beaucoup plus tactique. J'en venais pour dire que on peut aligner autant d'équipes de la même nationalité qu'on veut. Donc, nous avons pensé aligner 2 équipes, une de la SNH et celle qu'on a qualifiée d'équipe nationale. Mais en réalité, les 2 équipes devaient travailler en synergie pour que le leader, qui est naturellement Kamzo Bossolo, soit bien encadré par ses lieutenants. Si ça n'avait pas été le cas, la dernière étape, ou du moins l'avant-dernière étape à laquelle faisait allusion Nathanaël Ndiok, si on n'avait pas eu cette stratégie, vous êtes sûr que Kamzo Bossolo n'est pas maillot jaune à la fin de ce tour cycliste du Cameroun. Donc ça faisait partie de cette stratégie mise en place pour que le leader Kamzo Bossolo soit bien accompagné pendant le tour et qu'il soit régulièrement bien placé pour que si la possibilité de le faire se présenter, et elle s'est présentée, qu'il remporte ce tour cycliste. Nous en sommes fiers. Ça faisait longtemps qu'on attendait de voir l'hymne national du Cameroun retentir. Et ça a été le cas. Un très très beau dimanche. Au meilleur des moments, c'est-à-dire le dernier jour, pour sacrer l'homme, nous en sommes fiers et nous lui disons bravo. Mais maintenant, comme disait Serge Jambo, il faut penser à la relève. Depuis 2015, aujourd'hui 2021, c'est la même personne. Est-ce à dire que derrière, ça ne suit pas? C'est là toute la question. Et je suis d'accord avec ceux qui ont pris la parole à ce sujet avant moi pour dire que il faut redonner vie à la petite reine dans ce pays. Moi, je me souviens, à peine 8-10 ans, quand je me ruais sur les trottoirs de nos routes pour voir passer et les Nkono, les soya et tout ce les Copan Simon, pour paix à son âme, je crois même que cette victoire-là doit être un hommage à leur entraîneur national qui a donné. Le cyclisme faisait courir. Je vous ai dit, dans ce pays, il n'y a pas de petits sports. Donc ça faisait rêver.
c'est aberrant de considérer les autres sports comme étant mineurs. Tous les sports se valent presque dans ce pays. Donc, que les mécènes. Malheureusement, le cyclisme coûte cher. J'ai entendu parler des vélos, ça coûte cher. Ça va avoir dans beaucoup de millions. Mais il y a des mécènes. Si, sans publicité, Simen Kam a pu le faire, d'autres structures privées peuvent organiser les critériums, soit dans Douala, soit dans Bafoussam, soit à Yaoundé, soit dans toutes les villes du Cameroun. Et pour donner, comme je l'ai dit, vie à la petite reine. Vous êtes intarissable sur le sujet, on le sait. Et puis Timothée va terminer sur le sujet. C'est-à-dire que sur 80, justement, Feu Ouna, qui était mon oncle, m'a dit ceci, que par rapport au vélo, lorsque les Blancs, si vous voulez, tapaient un coup de pédale, c'était peut-être pour 100 mètres. Et ils avaient des vélos. Quand c'est 1, c'était pour 2 ou 3 mètres. Vous voyez donc que l'effort était 2, 3, 4 fois. C'est pour ça justement qu'ils n'ont pas pu, vous n'avez pas pu terminer, qu'ils n'ont pas pu terminer ces étapes-là, parce que c'était complètement déphasé. C'est-à-dire que le vélo n'était pas le même que ce que les autres utilisaient. Et tu as tout à fait raison. Si le Cameroun a commencé à gagner, c'est quand SNH s'est impliqué dans les vélos. On le disait ici au chargé de la communication de la fédération. Jean-Baptiste Biaye. Nos cyclistes prenaient part autour du Cameroun, je crois, à l'époque, ça s'appelait les Zéphyr. Zéphyr. Oui, c'est eux qui fabriquaient les vélos. Oui, Timothée. Non, disons que les prédécesseurs, ils ont tout dit. Parce que moi, j'étais un spectateur attentiste. Mais j'insiste beaucoup sur la promotion de choses. Déjà, il faut dire merci à la première dame qui s'est intéressée au cyclisme. Maintenant, si les mécènes peuvent se multiplier, si l'État, je reviens toujours sur l'État, si la présidence de la République, le premier ministère, le ministère des Sports peuvent créer une espèce de promotion, bien une méthodologie de promotion de ce sport, qui est quand même un sport qui a attiré beaucoup de masse depuis les années où moi, étant vieux maintenant, je courais dans la rue, comme disait Rim, pour aller voir les coureurs. J'ai connu de vue comme ça, là, premier Boniface, Soya, qui était toujours, taxait toujours le dernier, mais qui terminait quand même tous ses courses. Il une attraction, parce que tant que Soya n'était pas passé, personne ne partait. En réalité, la vedette, moi, mon message, c'est toujours pour que l'État mette le paquet pour promouvoir ce sport. Chantal Biya a donné le feu, a donné le permis. Mais je crois que l'État fait déjà beaucoup. Il faut que les sociétés citoyennes exploitent les ouvertures qui sont dans la loi des finances, qui sont dans la fiscalité, qui permettent à ce que... Ça, c'est un autre... on ne le dira jamais, c'est que les sociétés ne veulent pas exploiter ça. Il y a des niches dans la loi des finances qui permettent à ce qu'on défiscalise tous ceux qui s'impliquent dans la promotion. Nous avons pour le Cameroun au niveau des applicabilités. Entièrement, mais qu'on leur accorde quelques avantages fiscaux quand même. Non, c'est prévu. C'est ce que je ne pas défiscaliser. Défiscaliser, ça veut dire... Non, pas défiscaliser, mais faire des avantages au niveau des... profiter de certaines exonérations. Il y a quelqu'un qui s'y connaît en place. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je dis que moi, je pense également qu'il y a un problème au niveau des applicabilités, parce qu'il y a eu des gens qui ont essayé d'utiliser ces mesures. À un moment donné, quand on a décrété que toutes les équipes de football devaient être des sociétés anonymes, il y a des gens qui ont vraiment essayé de passer par cette voie-là. Et la plupart des services financiers des sociétés disaient qu'il n'y a aucun avantage à tirer de ces mesures de l'État, parce que ces mesures d'État ne sont pas suffisantes. Elles comportaient un certain nombre de pièges. Non, elles ne comportaient pas les pièges. Le problème des sociétés camerounaises, c'est qu'aucune société ne veut déclarer les vrais chiffres d'affaires. Parce que ça se joue sur son chiffre d'affaires. Et donc, les gens au Cameroun ont un problème de transparence. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que certaines sociétés se demandaient, on va me remettre l'argent entre les mains de qui? Mais je dois aussi vous dire que, contrairement à ce que vous croyez, cette loi, ce n'est pas pour le football uniquement. C'est pour le sport. Et beaucoup de sociétés dont l'exploitent pour organiser les marches et profiter de ces exonérations
pour faire des petites marches. Et les petites marches, et qui gonflent les budgets. Qui n'ont pas forcément un impact sur la pratique du sport même. Du sport au Cameroun. Voilà, de sur manière la promotion du sport. C'est ça le problème. Il faudrait donc que l'État revoie comment il va encadrer ça parce que beaucoup de sociétés trichent là pour vous organiser une marche sportive. C'est devenu récurrent ces dernières années. La marche a coûté 50 millions, alors qu'elle aurait pu, elle a organisé une marche de 5 millions et les autres 45 millions, elle aurait pu accompagner une équipe de handball comme ça et qu'elle n'a pas fait. Et donc voilà, et elle bénéficie de cette exonération-là. Et voilà. Et au Cameroun, les gens sont. Au moins, ces gens disent les Camerounais sont en train de suivre, ils savent que c'est possible. Beaucoup de gens ne se connaissent pas effectivement, qu'ils ne savent pas qu'il y a effectivement cette possibilité. Mais quand il y avait le problème avec le général, c'est bien Guéla entre la Sud-Afrique. Ce problème a été soulevé dans tous les sens. Il est même arrivé à Douala, il a rencontré. Non, c'est que pour entrer là, il faut être capable de déclarer son vrai chiffre d'affaires. Et c'est ça que les Camerounais. Et c'est d'où ça coince. Merci, messieurs. On va donc rentrer dans la seconde partie de cette émission. Mais avant, on parle rapidement de volleyball avec ces finales de la Coupe du Cameroun qui se jouent ce week-end, notamment samedi du côté de Yaoundé. Les demi-finales, c'était le week-end dernier, toujours à Yaoundé. Chez les dames, on va rapidement rappeler que FAP s'est imposé face à Nyon Ekele 3-7-0. Bafia Evolution s'est également imposé face à la formation, face au club Efoulan Volleyball. Tandis que chez les messieurs, FAP, il y a eu la victoire de FAP également devant TGV de Macaque, le petit poussé qui aura finalement plié face à la redoutable formation des forces armées et police de volleyball. Et enfin, Cameroun Sport qui a éliminé la formation de Port Autonome au volleyball. Ce sera au tie-break que Cameroun Sport est donc venu à bout de cette équipe de volley. On va rapidement vous proposer d'écouter quelques réactions aussi. William Ban, qui est l'entraîneur de Cameroun Sport, l'équipe qui a éliminé donc Port de Douala, qui a manqué de rythme selon son entraîneur Patrice Ndakiboulet, que vous allez écouter derrière. Vous écouterez aussi, côté dames, les réactions des deux capitaines des équipes finalistes, Théorine Aboa, capitaine de FAP Volleyball Dames, et la jeune Brandy Ngatche, qui est la capitaine de Bafia Volleyball Evolution. On vous propose de regarder. Les enfants ont cru en eux, ils ont cru en leur potentiel, ils se sont fait confiance et ils ont saisi le message qui leur a été donné. Et je crois que c'est ça qui a fait la clé du match. Concentration, lucidité et respect des consignes. Et à un moment, ils ont voulu s'amuser par ayant gagné le premier set et on a pêché et vous avez vu les résultats. Donc à un moment, quand vous m'avez vu un peu agité sur la ligne, c'est parce qu'ils ne respectaient plus les consignes. Et ils se sont révisés et voilà le résultat. Non, parler de peur, non. S'il fallait parler de peur, on aurait eu peur face à Port. Vous-même, vous savez que tout le monde, s'il fallait pronostiquer, non, Port était en finale. Mais j'ai dit aux gars, tout le monde croit en Port, mais faites qu'on croit aussi en vous, ou bien surprenez l'adversaire. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On espérait gagner. Et bon, le match avait mal commencé parce que au niveau du service, en fait, toute la tactique qu'on a mis en place, rien n'a fonctionné au début. Bon, peut-être la crispation ou le stress, je ne sais pas, mais dès le début, rien n'a marché. Donc, avec le staff, on s'est dit que ça va être une soirée longue et difficile. Cameroun Sport avait plus envie que nous de gagner le match, pas de jouer, mais de gagner le match. Et puis, nous, il nous manque du rythme. On paye aussi peut-être le fait d'avoir notre 6 majeur à l'équipe nationale. Donc, on s'entraîne avec 7 joueurs. Il n'y a aucune façon de faire de l'opposition, de mettre une tactique en place parce qu'on n'a pas de joueurs à l'entraînement. Donc on paye un peu ça. Et les Cameroun Sport, je pense qu'ils sont plus entraînés que nous. Ça s'est vu à la fin, nous on n'arrivait plus à bouger. Ils étaient, comme on dit, tout feu, tout flamme. Je pourrais dire que la différence s'est faite au niveau du respect des consignes. Et nous avons pris en compte nos forces, entre autres le bloc, le service. Voilà ce qui a été nos forces en ce jour. Nos ambitions restent celles-là de pouvoir remporter cette dernière. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais on se dit, avec le sérieux et tout ce qui va avec, je pense qu'on pourra arriver au bout de cette dernière.
Oui, nous sommes heureux après cette victoire parce que notre objectif était d'avoir cette demi-finale et aller se concentrer pour la finale. Ce qui a fait la différence entre Fulane et nous, c'est que je pense que nous sommes plus entraînés qu'elle et notre système de jeu est différent de leur système. Pour nous remobiliser, il fallait juste un peu d'encouragement et on s'est soutenus. C'est pourquoi nous sommes revenus dans le score. Cette finale, on la prépare très bien. Nous pensons donner le meilleur de nous pour avoir cette finale. Il y a Georges Rim qui regarde ça avec beaucoup d'attention. Peut-être Georges, un commentaire rapide sur les affiches de ces finales de la Coupe du Cameroun. En dames, samedi 16h, FAP contre Bafia Evolution. Et chez les messieurs, 18h, FAP encore contre Cameroun Sport Volleyball. Voilà pour les finales de cette édition de la Coupe du Cameroun de volleyball. FAP en monsieur, FAP en dame, on n'est pas surpris parce que on sait que en matière de volleyball, c'est l'ogre dans ce pays, les forces armées et les polices. Mais il y a chez les dames une formation qui fait parler d'elle depuis quelques saisons déjà, Bafia Evolution Club, et vous avez remarqué que c'est une équipe composée de très jeunes joueuses. On a pu voir la capitaine. Pardon? La capitaine, très jeune, comme on vient de la suivre. C'est un projet qui est mis sur pied à Bafia par son promoteur, qui veut vraiment développer le volleyball du côté de Bafia, qui a mis une structure qui permet de détecter et de former justement des jeunes volleyeuses comme celle que vous avez vue à l'écran tout à l'heure. Donc ça promet chez les femmes comme chez les hommes. Voilà, ce sera très enlevé de toutes les façons. Il faut absolument suivre. On va rappeler donc chez les dames, FAP contre Bafia Volleyball Evolution, samedi prochain dès 16h au gymnase de l'École nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé, et puis à 17h chez les messieurs, c'est FAP qui sera donc opposé à la formation de Cameroun Sport Volleyball. On va sans transition passer à la seconde partie de cette émission et on s'intéresse, je vous l'annonçais en début d'émission, aux préparatifs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Vous le savez, la cérémonie du tirage au sort de la phase de poule était prévue pour le 25 juin prochain à Yaoundé, mais en début de semaine, la Confédération africaine de football a reporté cette cérémonie pour des raisons logistiques liées à la pandémie de Covid-19, a-t-elle indiqué dans un communiqué publié le 6 juin. Et depuis, actuellement, c'est la grosse polémique à tous les niveaux. Aujourd'hui, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a effectué une descente sur le terrain et en marge de cela, il a bien voulu quand même s'exprimer aussi sur la polémique actuelle. Si on peut suivre justement cet extrait de la réaction du ministre des Sports aujourd'hui du côté de Yaoundé. Nous sommes même tentés de vous dire que lors même que la CAN se jouerait dans 1 mois ou dans 2 mois, le Cameroun est prêt. Vous me direz, bon, Olembe oui, mais Olembe fait partie du package. Mais n'oubliez pas que nous avons 6 terrains de compétition qui sont prêts. D'où vient-il donc l'idée selon laquelle le Cameroun ne serait prêt qu'à 60%? Cela est un contresens. Comment aurions-nous pu imaginer l'organisation réussie du CHAN avec 16 équipes si le Cameroun n'avait pas été prêt? Et cela a été dit par des observateurs étrangers, c'était la meilleure de toutes les compétitions CHAN organisées depuis l'histoire de cette compétition. Et le Cameroun est prêt à rééditer cet exploit avec la CAN. N'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure et de mauvaise foi. Voilà pour la réaction Timothée Makongo. On va pas dire plus ou moins musclée, quand même une réaction ferme quand même de l'autorité du ministre des Sports aujourd'hui. Moi, ce qui m'ennuie dans une telle réaction, il réagit contre qui?
Est-ce que... Vous avez quand même suivi la grosse polémique actuelle. Vous avez lu les articles quand même. Il s'agit des articles des réseaux sociaux. Des articles de presse. Des articles de même presse. aussi des médias quand même importants aussi. Les médias officiels les plus connus, les plus respectés, les plus respectueux aussi, ne posent pas le problème de cette façon. Moi, la question qui m'est venue à l'esprit quand j'ai vu ce communiqué de la CAF, je me suis demandé, mais ils ne sont pas assez clairs dans ce communiqué. Ce communiqué est flou. Est-ce que c'est le Cameroun qui a des problèmes? Est-ce que c'est l'organisation de la CAF qui a des problèmes? Maintenant, quand le ministre répond à des auditeurs inconnus, qui en réalité ne font pas partie de la réalité officielle, de la réalité engagée de cette organisation, c'est lui qui crée une polémique maintenant. Parce que c'est comme s'il avait quelque chose à défendre. Moi, je pense qu'il aurait tout simplement pu expliquer... Est-ce que ce n'était pas important quand même je ne crois pas que ce soit important. Ce qui est important... repréciser un certain nombre de choses. Ce qui est important, c'est de dire que... Au vu de ce qui se passe depuis que la CAF a demandé de reporter la cérémonie, non, attention. tirage au sort. Reine, il y a un problème que tu dois comprendre. Depuis le début de l'année, le ministère a fait des efforts pour montrer l'évolution de nos infrastructures. Tout à fait. Donc on a montré que nous sommes prêts, nous avons démontré avec le chant que nous sommes prêts, nous n'avons pas besoin de répondre aux détracteurs. C'est un ministre, il répond aux organes officiels qui sont la CAF, la FIFA, et peut-être la présidente de la République, si la présidente de la République fait une demande d'explication, quelque chose dans ce sens. Mais répondre aux réseaux sociaux, je dis, il y a quelque chose de malsain là, parce que c'est un défi qui n'a pas de sens. Nous ne défions pas les réseaux sociaux, mais nous voulons montrer au monde entier que nous sommes capables d'organiser la CAN. Et le monde entier a envoyé... qui est prévue le 25. Combien maintenant le 6 juin? Quelles sont donc les raisons? Il faut interroger pour des raisons logistiques liées à la pandémie de il faudrait interroger la CAF. Il faut interroger la CAF, mais pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, moi j'aurais des bonnes raisons de penser comme les réseaux sociaux. Parce que pourquoi la CAF est floue dans cette affirmation? Je peux penser qu'on a peut-être mis en place un complot pour retirer cette CAN au Cameroun. J'ai le droit de le penser parce que tout est flou. Parce que là, le spectre de 2019 se repositionne. Ça a toujours commencé comme ça. Heureusement que nous avons quand même organisé le chant. Heureusement que nous avons organisé le chant. On a retiré la CAN 2019 au Cameroun. C'était toujours parti comme ça. Et puis, nous sommes néanmoins prêts et nous pouvons tout simplement dire que tous les organes officiels de la planète Terre qui sont venus voir nos infrastructures, nos structures, disent qu'ils sont prêts. Pourquoi répondre aux réseaux sociaux qui sont dans une réalité de provocation? Est-ce que cette réponse ne cache pas quelque chose qui devrait être connu de tout le public? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. C'est un ministre de la République du Cameroun. Il ne répond pas au badaud. Il répond aux organes officiels et il leur dit qu'est-ce qui se passe. Mais ça, il dit que quand il parle des oiseaux de mauvaise augure, c'est qui? Alors, moi, j'ai dit, je ne sais pas si cette intervention est bonne ou mauvaise, mais j'ai dit, moi, tel que je la vois, elle prépare d'autres choses qui seront mauvaises, nécessairement. Alors, Serge Zambo. Est-ce que c'était important quand même que le ministre puisse faire cette sortie aujourd'hui? Il a parlé de folles rumeurs, de fausses informations, manœuvres de désinformation de l'opinion. Il a été quand même assez... il a utilisé des propos assez durs quand même dans sa version. Nous sommes même tentés de vous dire que l'homme même... Voilà, Serge. Moi, je pense que en fait, la sortie était... utile, mais peut-être pas aussi musclé. Une sortie utile dans le sens où il aurait dû s'adresser directement, par exemple, aux membres de la CAF qui ont écrit. On aurait peut-être dû adresser un courrier en leur disant « Nous avons pris acte de ce que vous avez dit, voilà, et nous attendons, puisque vous dites que vous serez ici le 13 et 14. » Donc, je pense également, un peu comme Tim le disait tout à l'heure, qu'on ne répond pas tout va. Bon, peut-être à la presse, il y a des choses... Bon, rester aussi calme sans rien dire aurait peut-être aussi amener beaucoup plus de suspicion en se disant, effectivement, qu'il y a anguille sous roche. Dans les deux sens, il y aurait eu... Voilà. Il est calme. Donc, moi, je pense que la sortie était nécessaire, mais pas aussi musclée que ça. Et s'adresser aux instances qui relèvent de cette organisation. Vous savez que la CAN appartient naturellement à la CAF,
Maintenant, le Cameroun y est associé, ou alors les pays qui l'organisent sont juste des associés. Donc, si l'organisme qui appartient à la compétition décide de renvoyer la cérémonie de tirage au sort pour X ou X raisons, pour des raisons logistiques. Bon, lié à la pandémie de Covid-19. Ça veut dire quoi concrètement? Moi, je ne vois pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne vois pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si c'est la même chose. Si on peut relire ça, si j'ai quoi ici? C'est vrai, bon. On dit, les acteurs entendent chacun de son côté, cette organisation, que la pandémie de Covid ne manque pas de compliqués. Est-ce que c'est la même chose que vous avez? Ne manque pas de compliqués. Bon, compliquer la compétition. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est compliqué. Je sais que la pandémie, elle est là depuis très longtemps. Pas, du moins. On en parle. Voilà. Aujourd'hui même, je crois qu'en Europe, elle a un tout petit peu en récréation. Je crois que avant-hier, la France jouait. Il y avait quand même des spectateurs au stade. Voyez. Et ce matin, je crois, il y a quelqu'un qui posait la question à Bruno Le Maire parce qu'on parlait justement de ça. Est-ce que vous avez vu? Il a dit qu'il y a des protocoles qui permettent aux spectateurs d'arriver d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas en quoi. Lorsqu'on a fait, par exemple, la cérémonie de présentation de la mascotte et de l'hymne, il y avait les gens qui étaient là. Je crois quand même qu'on a pris... La proposition. Voilà, c'est la proposition. Voilà. Il y avait un bon nombre de personnes qui étaient dans la salle au Palais des Sports. Je crois quand même qu'on a aussi pris des mesures qui pourront permettre que la pandémie... Bon, pourquoi au niveau de... Il y a une canne de handball qui se joue en ce moment. Il y a même une ouverture hier. Tout à fait. Hein, tout à fait. Mais pourquoi est-ce que ça crée un bémol lorsqu'il s'agit de la cérémonie du tirage au sort? Moi, j'ai dit... Il y a une cérémonie de tirage au sort. Et maintenant, si on rentre dans les réseaux sociaux, tels qu'on nous l'a dit, effectivement, il y a anguille sous roche. Je vous laisse la possibilité de nous orienter. À ce moment-là, peut-être j'interviendrai. Merci. Alors, Mathieu Nathanaël Ndjok, vous avez forcément regardé un peu les différents articles sur les réseaux sociaux aussi. Ça allait très vite. Et est-ce que vous êtes plus ou moins d'accord avec Serge quand il estime que la sortie du ministre des Sports était nécessaire dans le contexte actuel? Non. La sortie du ministre des Sports, pour moi, elle était nécessaire, mais pas sur ce volet-là. Il faut dire que le ministre nous a menés en bateau et n'a pas répondu à la vraie question. La vraie question, ce n'était pas ou alors la vraie préoccupation des Camerounais n'était pas qu'on est en train de nous retirer la CAN, parce que cette information n'est officielle nulle part. Maintenant, la vraie question, c'était pourquoi est-ce qu'on a reporté la cérémonie de tirage au sort. C'est ça qui est la question. Alors, et là, le ministre a fait exprès d'éluder la question pour nous amener, parce qu'on sait aujourd'hui que la CAN inéluctablement va s'organiser au Cameroun. Rien n'amène aujourd'hui que cette CAN soit retirée au Cameroun. Nous avons répondu au moins à 70-80% du cahier des charges. Non, il ne faut pas exagérer, ça c'est la politique. À 70-80% du cahier des charges au stade actuel. Donc d'ici, parce qu'on nous demande à 5 mois d'être au moins à 90% du cahier des charges. Donc d'ici les 3 prochains mois, le Cameroun peut atteindre ce cahier. Sur le plan infrastructurel, des infrastructures sportives, on a assuré. Il nous manque les questions de raccordement routier qui sont en train d'être finalisées. Et sur le plan des hôtels, véritablement, les Camerounais ont investi sur les hôtels de grand niveau. Il faudrait aussi que ceux qui ont la charge arrêtent de faire dans la mafia. Des hôtels anciens et de renom, qu'on amène ces missions d'inspection dans les hôtels nouveaux et qui répondent aux standards de la FIFA et de la modernité. Ça, c'est ce que je voulais d'abord dire. Mais il faut dire que le problème de fond, c'est le tirage au sort. Pourquoi le tirage au sort? Le pan que vous avez lu, ce n'est pas sur le Covid.
Attends, je peux revenir une minute sur le Covid, en essayant de répondre. Donc, attends, juste une le minute. problème de la CAF, ce n'est pas sur le Covid. Non, le Covid, c'était simplement pour dire que le Covid nous a atterrés. Après qu'elle nous a atterrés, il est question d'organiser une grande compétition. Et quand vous lisez le communiqué officiel de la CAF, elle dit clairement qu'il est question que la CAF et la FIFA organisent face de la CAN du Cameroun, la meilleure des CAN qui n'ait jamais été organisée en Afrique. C'est quoi? C'est que depuis qu'Infantino est arrivé, il nous a fixé un cap, les confédérations qui ne traînent pas, pour qu'on s'arrime aux standards occidentaux. Et il est donc question que, sur le plan infrastructurel et tout, qu'on tire les standards. Mais la CAF, la FIFA, c'était aussi un discours politique. Un discours politique, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'elle estime que sous Issa Hayatou, Issa Hayatou avait une organisation qu'il contrôlait. Il avait Spoifave, qui était son agence marketing, qui allait rechercher la publicité et qui rendait les présidents de la CAF indépendants. Depuis qu'ils sont arrivés avec Ahmad, on a amené Ahmad à rompre le contrat de Spoifave et de dire que maintenant, le marketing de la FIFA sera géré exclusivement depuis la CAF. Ça va faire qu'aujourd'hui, c'est la FIFA qui décide désormais de qui est président de la CAF et qui ne l'est pas, parce que qui tient la bourse décide des orientations. Parce que si on a une compétition désormais, et c'est ça, c'est une colonisation de la CAF, on est retourné à une colonisation de la CAF. De la FIFA. Une colonisation de la CAF par la FIFA. Parce que si la FIFA dit aujourd'hui que vous jouez la CAN en mars, vous allez jouer en mars, parce que c'est elle qui a porté les financements. Et elle est en train de revaloriser les primes, tout. Mais c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. Elle est en train de maîtriser la CAF parce que et pour la FIFA, c'est un vivier électoral important. Oui, l'Afrique, c'est un vivier. La Confédération africaine est un vivier. Il faut contrôler ça. Le cas, non, mais à l'époque encore, il y avait un peu quand on était avec Issa Hayatou, on avait des fédérations indépendantes. Un président pouvait infiltrer. Il faut avouer que Issa Hayatou était très fort, en fait. Voilà. On pouvait infiltrer l'Afrique et mettre certains pays et fédérations en dessous de la ligne donnée par Issa Hayatou. Aujourd'hui, les questions que donc, avec ça. Donc, le problème de fond, c'est que, et c'est que les Camerounais n'ont pas remarqué, la dernière mission de la CAF au Cameroun, elle est venue avec des experts de la FIFA. C'était la première fois. Et cette venue n'était pas innocente. C'était encore pour être... Il y avait le chef de l'organisation des événements. On a estimé que les missions de la CAF sont très complaisantes et sont même corrompues. Très souvent. Et donc, la FIFA a mis ses experts qui étaient en retrait, mais en fait, c'est eux qui font le vrai rapport. C'est eux qui font le vrai rapport. C'est eux qui valident pour dire que oui, on a un niveau. Et c'est eux qui vont dire à la CAF, à MOCP, pour dire oui, c'est bien, mais il faut écrire au Cameroun pour qu'on améliore ici, parce que la CAN doit être à ce niveau. Parce que ça, on n'a pas vu ça. Et c'est là où la FIFA est introduite. Donc, dans ce tirage au sort, il est question que la FIFA, comme on l'a dit dans le communiqué, il faut lire le communiqué entre les lignes officielles. On veut donner le ton. La CAF dit qu'elle veut donner, elle dit bien avec la FIFA, donner le ton à partir du tirage, de la cérémonie de tirage au sort, pour qu'on voie déjà le niveau de l'organisation de la prochaine CAN. C'est pour dire que c'est la FIFA qui a estimé que la manière dont nous voulons organiser le tirage au sort, elle n'est pas d'accord. Ça ne lui permet pas d'amener ses annonceurs. Et ça ne lui permet pas de vendre. Sauf que dans le communiqué, ça ne lui permet pas de vendre. Ça ne lui permet pas de vendre la compétition. Il y a FIFA dans le communiqué. Disons que. Mais quand le communiqué officiel, ça ne doit pas. Ça veut dire que la FIFA ou la CAF, puisque c'est la CAF qui est obligée de parler, la FIFA ne peut pas parler puisqu'il s'agit de la CAN. La CAF est obligée de parler. Il y a un problème de valorisation des standards. Et maintenant, non, laisse, il n'y a pas fini. Maintenant, le fond, c'est que au ministère, avec la main libre qu'on avait avec l'ancien exécutif de la CAF, le ministère le Cameroun, le COCAN local, avait pris son agence de communication
Son agent événementiel qui avait organisé le tirage au sort, et patati et patata, le match, les cérémonies d'ouverture et de clôture. Or, il est question pour la FIFA de reprendre à main et le tirage au sort et la cérémonie d'ouverture et de clôture. Or, il se trouve que le Cameroun a déjà signé. Il se trouve que le Cameroun a déjà signé. Le Cameroun a déjà signé un contrat avec une société Easy Group. Qui Lib Creative Studio pour gérer cette affaire-là, je crois. Et donc, il se trouve, la FIFA, elle veut venir avec Angelini Design. Donc, voilà le problème. Le Cameroun a déjà signé des conventions avec l'autre en disant, dès que tu organises, je te verse de l'argent. Et le Cameroun dit à la FIFA, à la CAF, si vous voulez qu'on annule ce contrat, ça va nous coûter de l'argent. On l'annule, on le paye. Donc, si vous venez, vous payez les deux, vous payez les deux factures. Le problème, c'est pour ça que le SG doit venir ici pour véritablement finaliser cette négociation avec le Cameroun. Et il faut savoir qu'en dessus, il y aura le chantage. Le Cameroun devra supporter la dépense qu'elle est allée engager sans l'avis de la CAF. Et la CAF n'est pas prête à supporter ça. C'est là où il faudrait. C'est pour ça que depuis, il y a des rumeurs d'on peut nous retirer la canne. On peut nous retirer la canne. Parce que si on est obtus, il est vrai que si on est pour une affaire de 750 millions, si le Cameroun est obtus, on peut perdre l'organisation de la CAN. Il faut passer l'organisation. On n'en est pas encore. L'organisation. On va permettre à Georges de réagir quand même sur... Tu l'as signé. On peut nous couper certaines subventions à un moment donné. On peut récupérer ça d'une manière ou d'une autre. Ne t'inquiète pas, de toute façon. Puisque, de toute façon, déjà, pour participer à la Coupe du Monde, c'est 3 milliards qu'on vous donne. 3 milliards, 2 milliards pour participer à quelque chose. Donc, d'accord. Nous portons plainte et on verra donc ce qui va se passer. Parce que la dernière fois, on nous a demandé de rester calme. Cette fois-ci, je pense pas que ce sera le cas. Je vous en prie, Serge, on n'est pas là. Georges, est-ce que vous comprenez toute la polémique qu'a suscité le port de cette cérémonie de tirage au sort? Je peux comprendre un tout petit peu, sans pour autant légitimer cette polémique. Vous savez, depuis le fameux glissement, les Camerounais voient en tout, et puis les moindres faits et gestes de la CAF, et chaque fois qu'ils ont l'impression que les sorties de la CAF n'arrondissent pas les angles côté camerounais, c'est qu'il y a un complot sous-jacent. Je peux comprendre ça de la part des Camerounais. Mais j'aimerais également les inviter à savoir lire entre les lignes. J'ai sous les yeux le courrier que le secrétaire général Véron Mosego a adressé à la partie camerounaise. Voilà. Enfin, j'ai dit, j'ai si tu veux, dans une partie. Mais il y a dedans quelque chose qui devrait calmer ou alors apaiser un tout petit peu les esprits. À cet effet, je conduirai personnellement une délégation à Yaoundé du 14 au 16 juin 2021. Cette visite sera également l'occasion d'organiser la mise en place du bureau CAF de la CAN à Yaoundé. Alors, lui ainsi, pourquoi voudrons-nous le comprendre autrement que il n'est même pas dans l'agenda de la CAF, ni de près ni de loin, de vouloir retirer la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Donc, du coup, cette polémique, je dis... En 2019, c'était aussi pareil. Hein. Non, écoutez, en 2019... ça a commencé comme ça. On n'a pas retiré la CAN 2019 au Cameroun. Et puis, on a simplement dit que... Il y a eu glissement. Voilà. Appelons ça comme ça. Juridiquement, c'est parce que ça veut dire... Je ne sais pas si les textes de la CAF prévoient des glissements, mais il n'y a pas eu de retrait en tant que tel. On a seulement dit au Cameroun, bon, on comprend que le format ayant changé, que vous ne soyez pas prêt, alors on diffère l'organisation de 2019 à... Vous soyez mieux préparé à accueillir un format à 24. Exactement. Donc, c'est pour ça que je dis, je ne comprends pas pourquoi les Camerounais paniquent. La CAN se jouera bel et bien. Le ministre d'abord panique. C'est la CAF qui demande le report de la cérémonie du tirage, parce que c'est elle qui organise la cérémonie du tirage. C'est pas comme un peu
la cérémonie de la mascotte et de l'hymne. Là, c'est la partie camerounaise qui l'organise. Tout à fait. Et elle peut l'organiser comme elle veut, bien ou pas mal, ça ne regarde pas la CAF. Mais pour ce qui est du tirage au sort, c'est la CAF elle-même qui est à la manette. C'est la compétition de la CAF. Je dis tout à tout. Oui, il ne faut jamais l'oublier. C'est pour ça que la CAF, c'est la compétition de la CAF. Oui, c'est pour ça que les pays l'appliquent seulement. C'est la raison pour laquelle j'attire l'attention des Camerounais sur ce détail bien précis. Le tirage au sort, c'est la CAF elle-même qui est aux manettes. Elle peut donc décider du jour où elle organise. Tout comme elle peut décider, comme elle a fait, d'un report pour les raisons logistiques et machin truc qu'elle a évoqué. Donc, nous paniquons pour rien et il n'y a pas péril en la demeure. Et je suis entièrement d'accord avec la sortie du ministre. Oui. Il était là en conférence de presse. Il n'a pas ouvert la bouche pour commencer à... Non, il allait regarder Il a répondu. Il est allé regarder les Olympiques et il était question qu'après cette visite-là, qu'il tienne une conférence de presse. Ça, tu le sais. Et il ne faisait que répondre aux questions qui lui ont été posées. Non, il n'a pas fait. C'était pas une réponse. Non, c'était pas une réponse aux questions posées. Non, c'était une déclaration claire et nette. Hein? Non, il faut, et même, s'il te plaît, et même, il lui fallait cette sortie-là pour rassurer les Camerounais et deux, dire à ceux-là qui l'a traité, je suis d'accord avec lui, de personnes d'oiseaux de mauvais augure et de personnes de mauvaise foi, que le complot que eux sont en train d'ourdir contre le Cameroun ne passera pas. Donc il y a un complot. Qui il faut le dire. Parce que, écoutez, Makogo, vous êtes Camerounais. Vous êtes Camerounais, mais quand les gens se permettent, dans des articles de journaux, et je ne sais pas moi, dans les médias, et des gens sérieux, de faire planer le doute d'un retrait de cette canne, comment vous vous analysez? Ce sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais. Il n'y a pas de rumeur sans feu. J'ai dit, moi je voudrais dire une chose. Le courrier du secteur général, on ne peut plus. Le courrier du secteur général. La réponse du ministre, le courrier là est en contradiction avec la réponse de l'intervention du ministre. Du tout, je suis désolé. Ce courrier a dit que la CAN, comme a dit Nathalie, la CAN aura de manière inaliénable, la CAN aura lieu. Et qu'est-ce que dit le ministre? Inaliénable même. Et qu'est-ce que dit le ministre? Le ministre a dit le contraire. Le ministre. Pourquoi vous dites que c'est en contradiction? Il n'a pas besoin de rassurer les gens. Pourquoi vous dites donc que ce que le ministre a dit en contradiction avec ce courrier? Pourquoi c'est en contradiction avec ce courrier? Oui, parce que ce courrier vient dire que c'est un problème, on vient régler le problème du tirage au sort. Le ministre dit-il le contraire? Il nous reporter le tirage au sort, c'est tout. Le ministre dit-il le contraire? Mais attends. Pourquoi le courrier confirme l'organisation de la CAN au Cameroun? Moi, je crois que le ministre nous aurait plutôt dit que la délégation de la CAF qui arrive, on va s'entendre sur l'organisation du tirage au sort. Calmez-vous. C'est une question. C'est une question. Vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté le ministre de bout en bout. C'est un extrait. On a écouté le bout en bout. C'est un extrait. Serge, vous souhaitez non. Voilà, c'est ce qu'il a dit avec vous. Quand on essaye d'être... Non, je t'en prie. Bon, d'accord. Je n'ai pas terminé. Il faudrait qu'on se comprenne. Ce qui n'est pas bien avec vous, c'est que quand on essaye de dire autre chose que ce que vous... Non, attends, qu'est-ce que tu as dit? Tu es en train de faire exactement la même chose. Nous faisons exactement la même chose. Je ne travaille pas au ministère des Sports. Chacun donne son point de vue. Je ne travaille pas au ministère des Sports. C'est un débat contradictoire. Tu ne peux pas nous dire que ce que nous savons, nous disons est faux. Je vous dis. Je vous en prie. Parce que là, ce qu'il a en train de faire, c'est mauvais. Il dit que nous ne sommes pas d'accord avec lui. C'est mauvais, mais lui n'est pas d'accord avec nous, c'est mauvais aussi. C'est ce qu'il fait. Tu fais exactement la même chose. C'est vous qui initiez dans ma prise de parole. Quand vous parlez, on vous écoute. On va permettre... Non, mais ne traitez pas des intentions, monsieur. Nous sommes dans une analyse. Nous sommes dans une analyse où chacun donne son point de vue. Respectez mon point de vue, justement. Mais ne nous dites pas que nous ne comprenons pas. Ne me dites pas que je suis pas. C'est vous qui avez dit que nous ne comprenons pas. Parce que vous avez dit que je ne sais pas dit que nous ne comprenons pas. J'ai dit que le ministre, dans cette... Moi, j'ai fait une analyse sur ce que le ministre a dit
Je n'ai pas dit que je ne vous comprends pas, que je ne suis pas d'accord avec vous. Mais vous nous intervenez en disant que nous avons tort. C'est vous qui me coupez. Merci, Timothée. Quand vous avez parlé, ça va, bon, l'affaire est finie. Un peu de respect pour les autres. Quand vous parlez, on vous écoute. Allez-y, Ne me dites pas, je supporte. C'est fini ou non? C'est fini. Vous voulez qu'on continue dans ce sens? Si vous voulez, ça ne me dérange pas. Je vous en prie. Moi, ça dérange parce que nous sommes dans... C'est vous qui coupez la parole tout le temps. Quand vous parlez, on ne vous coupe pas la parole, s'il vous plaît. Je vous en prie. Et on ne vous prête pas des intentions. Je vais passer la parole à quelqu'un d'autre, Georges Rim, terminé, et puis... bon, voilà. Je crois qu'on va permettre à Serge de réagir comme il le souhaitait tout à l'heure. Oui. La question, en fait, j'ai été coupé un tout petit peu la question parce que vous m'avez demandé quel était le rapport entre la pandémie et le report. Moi, j'ai essayé de lire entre les lignes et puis j'ai eu dire d'un de vos confrères qui parlait du site de Garoua et qu'il était question que, en principe, la pandémie étant là, nous logions, les joueurs étaient souvent logés, je crois, par deux. Oui. Et qu'il faut maintenant, il fallait les loger un par chambre. Donc ça peut aussi également avoir quand même son pesant. Voilà, ça peut poser un problème. Donc je ne sais pas si, ça c'est aussi dans les réseaux sociaux, mais je pense que ça, c'est pas la position officielle. Je retrouve ce que Nathaniel dit, attendons donc tout simplement le 13 et le 14. Je crois que pour voir les conclusions, ce n'est pas loin. Nous sommes aujourd'hui le 9, le 13, c'est dans 4-5 jours. Nous aurons naturellement les conclusions de ce qui s'est passé. Mais je pense, à mon sens, et je retrouve ce que monsieur Rim disait, que pour le moment, il n'est pas question que cette CAN soit organisée ailleurs qu'au Cameroun. Mais nous avons quand même peur. Parce qu'en dehors du fait que il y a eu cette situation, il y a eu des démissions de Omari, qui était ici, et qui pour moi, je ne sais pas comment je peux appeler ça, il disait tellement de bien en ce qui concerne les infrastructures, en ce qui concerne tout ce qui est au Cameroun. Bon, qu'est-ce qui a pu se passer aussi entre... Pourquoi est-ce que tout cela se passe au même moment? C'est-à-dire qu'au moment où il y a un report, Omari démissionne, y aurait-il eu... Anthony Bafoué, autant pour moi, oui, Anthony Bafoué démissionne. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ces deux situations? Bon, maintenant, je peux aussi peut-être comprendre que la CAF, telle que c'est écrit dans le courrier, ils disent la nouvelle CAF. Anthony étant pour moi, étant de l'ancienne CAF, est-ce que ça n'a pas dû jouer? Est-ce qu'il n'y a pas aussi eu des promesses de campagne? Parce qu'il faudrait aussi voir ça dans ce sens. Et là, je retrouve l'idée, ça nous fait un peu peur. Parce que on peut se dire, je te donne ceci, tu me donnes cela. Peut-être que le Maroc à l'affût, l'Égypte à l'affût, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'ourdi qui puisse permettre que peut-être que cette canne, une fois de plus, peut-être nous échappe. Donc il faudrait possiblement voir les choses, d'où aussi, naturellement, les inquiétudes des uns et des autres. Donc, mais attendons le 13-14, qu'ils mettent en place le bureau, la suite de cette mission. Je crois qu'en ce moment-là, nous serons tous également fixés. Je crois qu'également, à la suite de cette mission, on aura également la date à laquelle il faudrait bien qu'il y ait la date à laquelle le tirage au sort va se dérouler. Un grain de sable est mis dans le garri quand on laisse supposer l'éventualité, quand on laisse supposer, parce que qui a supposé l'éventualité de retirer la CAN au Cameroun? On dit les réseaux sociaux, c'est que c'est tout le monde. Mais quand une personne autorisée, officielle, dit laisse entendre ce mauvais grain-là s'installer au milieu des hommes, c'est déjà quelque chose de malsain, dangereux. Vous n'êtes pas d'accord avec la sortie du ministre? Je voulais faire une précision. Première des choses, Anthony Bafoué n'a pas démissionné. Il n'y a que dans les médias et les réseaux sociaux, et les médias numériques et les réseaux sociaux camerounais, où on retrouve qu'Anthony Bafoué a démissionné. J'ai fait des recherches sur toute la planète numérique, je n'ai pas vu. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'est pas exclu que quelqu'un ait eu vent de ce que lui, il a déposé sa démission. Mais il n'a pas encore démissionné. Est-ce qu'on a acté sa démission? Il faut le comprendre. Moi, je suis allé dans les réseaux sociaux, c'est ça que j'ai pu lire. Non, je dis que... Je suis d'accord avec toi, mais je dis... Je dis qu'on a les méthodes de recherche pour ma défense. Pour découvrir les fake news. Oui, d'accord, pour ma défense. Ça circule, mais on ne prend pas tout ce qu'on voit. Quand on prend, on vérifie. Nous, on a les méthodes de vérification. Je ne vais pas citer ma source, la vérification. Mais quelqu'un de très sérieux dans les milieux dans les milieux du journalisme sportif a
Anthony Bafoué au téléphone. Voilà. Et ce dernier lui a dit qu'il est toujours en place. D'accord. Donc il n'a pas encore démissionné. Voilà, ça c'est encore mieux. Peut-être qu'il le fera. Ça c'est encore mieux. Parce que si quelqu'un a été avec Anthony Bafoué et qu'il lui a dit que je n'ai pas démissionné, c'est quelque chose. Mais nous, moi je n'ai pas son numéro de téléphone. Moi, quand on m'a dit je viens participer à l'émission, j'ai essayé de faire mes petits recoupements. Et dans ça et là, je crois avoir vu quelque part, je ne l'ai pas inventé, qu'il aurait. Je suis d'accord avec toi. Moi-même, j'ai lu ça dans les réseaux sociaux. J'ai dit que ça pilule sur les réseaux sociaux. On veut retrouver ce que tu me dis. Il ne faudrait donc pas qu'on croie ce que les réseaux sociaux disent. On trouve ça dans les réseaux sociaux camerounais. Curieusement, ce n'est que dans les réseaux sociaux camerounais et les médias numériques camerounais. Mais je voudrais dire, mais seulement je voulais dire en même temps que quand moi je suis journaliste sportif et je suis analyste, quand vous savez lire entre les lignes, il faut savoir qu'il n'y a pas de fumée, souvent sans feu. Je vous donne un indicateur. Anthony Bafoué a fait toutes les missions de la CAF au Cameroun. Et à la dernière mission, ici, là, il s'est permis, sans être chef de mission, de dire que le Cameroun peut organiser même la Coupe du Monde. Quand vous entendez, si vous savez lire entre les lignes dans la diplomatie, vous comprenez que dans le milieu où il est, il se sursure des choses. Et lui, il veut s'opposer et il veut vous envoyer des signaux pour vous dire, des messages pour vous dire que tenez bon, mais en dessous là, il y a d'autres intentions qui peuvent naître. Et donc, lui, il dit, moi, je ne peux pas avoir suivi ce pays depuis 3 ans. Je vois les efforts qu'ils ont faits et vous voulez les retirer la canne. J'ai dit, ils ont tout pour organiser même la Coupe du Monde. Ça, c'était des messages en sublimination qui, quand vous savez lire entre les lignes, vous comprenez qu'il est en train de passer un autre message que ce message. Alors, vous savez que le Cameroun ne peut pas organiser une Coupe du Monde, mais quand il passe un message comme ça, il faut savoir que c'est un message. Non, il faut arrêter. Moi, il ne faut pas arrêter. Je dis qu'on peut. La Coupe du Monde, et d'abord même la CAN, ce n'est pas les infrastructures sportives. On peut. Sur 10 ans, on dit on peut et on peut. Sur 10 ans, pas maintenant. Ne dis pas maintenant. Maintenant, lui dit maintenant. Lui, il parlait de maintenant. Il n'avait jamais dit maintenant. Il a dit maintenant. Il n'a pas dit maintenant. Non, il n'a pas dit. Il dit le Cameroun peut organiser. Le Cameroun pourrait aller chercher l'organisation d'une Coupe du Monde. Voilà les termes. Il n'a pas dit maintenant. Oui, Georges. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas également comprendre cette sortie d'Anthony Bafoué comme étant l'expression d'une forme d'émerveillement face à ce qu'il a vu. Des louanges. D'émerveillement, pas forcément parce qu'il veut passer un message en sourdine. Il est venu inspecter et ce qu'il a vu est très au-delà des attentes. Et donc, il fait un peu dans l'hyperbole, il vous dit, avec ce que j'ai vu, mais ce pays est même capable d'organiser une Coupe du Monde. Ça peut également être interprété de cette façon. Vous n'avez pas fini au Lembe, vous avez les problèmes à Garoua. D'hébergement, et vous dites que vous pouvez organiser une Coupe du Monde. Et je dis que ça peut être également. Il faut lire. Je dis, même le ministre, ça vous parle, il vous parle, même si Olembe n'est pas là. Autant tu fais ta lecture. C'est pour vous dire que vous-même, vous savez que à la CAF, aujourd'hui, on est en train de vous dire comment organiser la CAN sans Olembe. Toi, tu lis déjà dans les boules de cristal. Je te dis des informations de journalistes. Je te donne les informations de journalistes. Ce n'est pas je ne te fais pas les informations de journalistes. Cessons de respecter le métier de chacun. C'est pour ça qu'il dit que vous êtes sur le plateau, quand vous avez des gens comme nous, vous écoutez. Vous tirez de nous et vous analysez. Sur le plan fiscal, j'étais d'accord avec toi, ça veut dire peut-être que tu lis. Mais tu vois que tu sois mieux l'outil. Mais tu vois que je n'ai pas eu les termes techniques. J'ai laissé que tu apportes les éléments. Moi, je suis allé en superficiel. Je dis, tu ne lis pas. Jésus en face et on écoute seulement. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je vous donne des éléments et vous pouvez analyser et sortir. Je ne dis pas que je vous parle en parole d'évangile. Je vous appris, on est pratiquement en fin d'émission. En réalité, Jacques Nathanaël a fait une analyse dans une logique qui est absolument compréhensible. Non. Et il a une certaine expertise dans ce type de... Parce qu'en réalité, le ministre n'a-t-il pas posé le problème que même sans Olembe, on pourrait organiser. Alors, il porte son regard
de contours autour de toute l'organisation camerounaise, toutes les infrastructures camerounaises, il se rend compte qu'il y a quand même des lacunes à un certain nombre de niveaux et qu'il est possible qu'il y ait une discussion à l'intérieur de la CAF qui fait que des choses se disent que l'intervention de, comment vous l'avez appelé, d'Anthony Bafoué là, était justifiée, c'était un message peut-être au Cameroun pour dire que, attention, il se passe quelque chose dans les coulisses. Ouais. Ça pourrait être interprété comme ça, c'est une analyse tout à fait claire, nette. Ça peut aussi être interprété d'une autre manière. D'une autre manière, nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Ça peut être interprété. Non, là, ça va. Je pense qu'on va rapidement, on va attendre, hein, décidément, chacun qui a son point de vue par rapport à ce report de la cérémonie du tirage au sort de la phase de la prochaine CAN. On va donc attendre bien ce qui va sortir de la mission CAF qui est annoncée dans quelques jours ici même au Cameroun par rapport à cette situation, on imagine bien. Et en attendant, on va rapidement parler quand même de cette double confrontation amicale livrée par le Cameroun en Autriche contre le Nigeria pour les quelques minutes qui nous reste. Alors Serge Zambo, une analyse globale quand même. Le Cameroun, on est à quoi, 7 mois de la CAN. Quand vous avez regardé cette équipe, que ce soit en aller ou au match retour, elle vous rassure? Pas tellement. J'ai l'impression qu'on se cherche encore un tout petit peu. C'est vrai aussi qu'il n'y avait pas tous les joueurs, hein. Il y avait beaucoup d'absents. Donc on se cherche. Le fond de jeu n'est pas tout à fait ce qu'on croyait. Et puis cette équipe, comme je l'aime toujours le dire, a toujours eu, j'insiste là-dessus, un problème de manière de jeu. La plupart des milieux que nous avons sont défensifs. Aujourd'hui, on essaye un peu Zambo. Demain, c'est tel. On a toujours eu ce problème. Même à l'époque de la grande équipe avec Etofis et autres, on a toujours des milieux. Bon, il faut remonter à 82. Peut-être 82, 86 pour trouver des gens comme Abega qui pouvaient jouer en 10. Bon, on a un problème de meneur de jeu. Donc, et ça nous manque vraiment. Bon, maintenant, elle est solide défensivement. Ça, c'est ce que j'ai noté. Assez solide défensivement. Mais devant, les automatismes ne sont pas encore là. Mais on a 7 mois. Je crois que ça va venir. Et je pense aussi, quelque part, parce qu'il y a eu trop de changements, que certainement le coach a déjà son équipe type en tête, mais qu'il essaye de donner la chance à tout un chacun pour pouvoir essayer de voir ce que tu vaux, quoi. Donc, voilà un peu l'analyse à froid que je peux faire. Mathieu, c'est la même lecture par rapport à cette équipe nationale de football. Là, on est sur le plan sportif, hein, c'est vrai. On a parlé organisation. Maintenant, sur le plan purement sportif. Non, moi, je crois qu'il serait très tôt de commencer à parler si cette équipe nous rassure ou non. Le coach a dit que aucune place n'est acquise et qu'il n'y a pas de titulaire dans son équipe. Donc, aujourd'hui, il est en train de mettre une saine concurrence dans son équipe. J'ai apprécié qu'il ait fait tourner l'équipe. C'est quand même le Nigeria. Il a pris un gros risque de faire tourner l'équipe. Le Nigeria a diminué. Entre le match aller et le match retour, il reste que le Nigeria. C'est comme quand tu rencontres le Cameroun. On ne veut pas savoir qui était aligné. On sait que c'est le Cameroun. Donc, sur ce plan-là, on a réussi quand même à briser ainsi indien. Mais moi, je reste à dire qu'il faut qu'on fasse comme dans d'autres pays. L'équipe nationale est une équipe qui est ouverte aux joueurs en forme du moment. Oui. L'équipe nationale n'est pas une cour constitutionnelle où les gens ont des sièges acquis à vie. Donc, c'est pour dire que j'ai vu une liste de binationaux qui sont en train de dire qu'ils veulent jouer avec le Cameroun. Une quinzaine. Ils frappent aux portes, ils veulent revenir au Cameroun. Ils ont fait des sélections inférieures dans d'autres pays. Il veut revenir au Cameroun. On a 7 mois de la CAN. Il faut que le Cameroun profite des périodes FIFA pour multiplier les matchs amicaux. Ça nous manque énormément. On a vu comment on a peiné pour jouer avec le Nigeria à 2 reprises parce qu'on n'avait pas pu trouver de sparring partenaire. Et donc, essayer d'injecter progressivement de manière homéopathique ces jeunes-là, ces binationaux-là, et c'est pour donner une panel élargie qui va nous permettre de constituer une vraie équipe nationale parce qu'on est conscient que quand on regarde notre équipe nationale, elle ne nous convainc nous-mêmes pas encore. Et j'espère que et quand même c'est une CAN qu'on organise. Oui. Donc on doit se donner toutes les chances pour avoir une équipe top et une équipe conquérante. D'accord. Georges, la finalité des matchs amicaux, c'est quoi? C'est de voir si
les stratégies tant sur le plan tactique que technique que l'entraîneur a mis sur pied ont mordu. Et si seulement sur le bilan comptable de ces 2 rencontres, on peut s'appuyer dessus pour se permettre quelques satisfecits, on dira que oui, ça fait 4 points pris sur, si possible, contre un adversaire qui n'est pas facile, qui ces dernières années nous dame toujours le pion. Donc, c'est pas pour dire que oui, je suis satisfait, mais c'est des points positifs sur lesquels il va falloir peut-être capitaliser à l'avenir. Voilà, rapidement, Timothée, pour terminer. Donc, disons que les uns et les autres ont donné des points de vue qui sont tout à fait concordants. Moi, j'ai vu cette équipe, je pense qu'il nous faut absolument mettre l'accent sur les joueurs qui ont la plus large expérience possible. Nous avons des très très bons joueurs pris individuellement. Et on a un milieu de terrain très très bien fourni. Comme l'a dit Serge tout à l'heure, nous avons ce problème d'entraîneur, de meneur, de celui qui entraîne les autres. Mais on a très belle défense, un milieu de terrain qui... Bon, mais j'ai admiré quand même... les méthodes tactiques de l'entraîneur, parce que bon, il avait des changements qui étaient pas mal. Mais c'est un tout qui n'est pas encore prêt. Je ne sais pas si nous sommes prêts. Donc on a 7 mois en tout cas pour être prêts. Merci bien, messieurs, d'être venus ce soir. Merci à toute l'équipe technique ainsi qu'à vous, mesdames, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.